Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Laurent Vénier, je suis directeur des politiques territoriales au CNC. Et l'objectif de votre venue et de cette rencontre CNC-SACD, qui est une rencontre qui existe depuis 2006 déjà et que nous co-organisons donc à raison de 3 rendez-vous par an. L'objectif, c'est la transmission d'expériences de manière pratique, centrée sur les questions d'écriture et sur le processus de création, puisqu'il s'agit à partir de cas pratiques, justement, pour des auteurs un petit peu expérimentés déjà, chevronnés, de parler de leur travail à des auteurs émergents, moins expérimentés. Et nous sommes très heureux, avec la SACD, de pouvoir donner l'occasion à des auteurs confirmés de transmettre, c'est vraiment ça qui nous intéresse, leur expérience à ceux qui arrivent dans le secteur. De manière générale, il est très important pour nous de parler, de rendre visible et de valoriser le travail d'écriture au cœur de la création des œuvres. Alors, comme vous le savez peut-être, chaque rencontre tourne autour d'une thématique parce que ça nous tient à cœur, nous, le CNC et la SACD, de renouveler, de multiplier les approches thématiques autour de l'écriture. À chaque fois, on renouvelle la problématique, on essaie de répondre le plus possible à des enjeux d'écriture et de création au sens très large du terme. Nous avions donc l'automne dernier, à la précédente rencontre, organisé une journée autour de l'écriture des spéciaux en animation. Nous continuons sur notre lancée qui va toujours s'intéresser à l'animation, puisque nous avons choisi aujourd'hui de nous intéresser à l'écriture de séries d'animation pour un public ado-adulte. Et dans le cadre de nos échanges préparatoires avec la SACD, il est vrai qu'on a estimé que ce format portait des enjeux d'écriture particulièrement intéressants et que ce genre participe à un renouvellement justement du genre de la série animée à travers des enjeux artistiques et créatifs assez forts. Donc, je vous remercie d'être là. Je remercie bien sûr tous nos intervenants, ainsi que notre modérateur, Xavier Kawatopor, de participer à cette journée. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne rencontre CNC et SACD. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Coucou. Et donc, c'est un mot de dire bonjour. Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous voir aussi nombreux pour cette rencontre. Merci beaucoup au CNC et à la SACD pour cette invitation. Comme Laurent Vénier vient de le dire, nous allons effectivement échanger à travers l'expérience de 3 invités sur l'écriture de la série courte ado-adulte et ses enjeux spécifiques. Donc à travers 3 expériences personnelle, singulière, si j'ose dire, à plein d'égards. Alors, je vais d'abord dire quelques mots pour présenter nos 3 invités. Et puis ensuite, on regardera une petite bande-annonce, en tout cas, voilà, pour chacun d'entre vous, une sélection d'extraits de vos travaux. Donc, à mes côtés, Manon Tacconi, qui est réalisatrice, qui a fait ses études à l'EMK en 2017, puis à la Poudrière, donc une école supérieure de réalisation d'animation. On la connaît pour son court-métrage La Bouche en cœur, qui a été diffusé sur Arte et dans de nombreux festivals, et à partir duquel elle est aujourd'hui en train d'écrire, de développer un projet de série, Garce.
dont elle va nous parler donc, avec Caïman Productions. À ses côtés, Alexis Beaumont, lui est diplômé de l'ESSAT à Roubaix. Il a d'abord collaboré à un certain nombre de longs métrages, Les Lascars, Le Chat du Rabbin et un certain nombre d'autres films. Il a à la fois un parcours de storyboarder et de réalisateur, notamment de clips, et puis on le connaît beaucoup en tant que co-réalisateur de la série Les Cassos, qui est une série développée en diffusée à partir de 2013 et qui a eu un succès, qui a toujours un succès assez retentissant. 8 saisons, 129 épisodes, donc une success story, si j'ose dire. En tout cas, voilà, un beau fleuron de ce qu'il est possible de faire dans ce segment dont nous allons parler aujourd'hui. Il a ensuite coécrit la série Startup Heroes, une web série, et puis depuis 2017, on le connaît en tant que co-créateur de Vermine, sur lequel on va beaucoup revenir. Donc une série qui lui est, je crois, particulièrement personnelle. En tout cas, il est particulièrement attaché, si j'ai bien compris. Et puis, à ses côtés, David Mourier. Alors, David Mourier, soit vous avez le choix de lire les 3 lignes de sa bio très courtes dans le petit livret, soit vous vous perdez à suivre les méandres de cet homme qui a de multiples talents, qui a une activité complètement incroyable. On s'essouffle à le suivre. Il est à la fois acteur, scénariste, réalisateur. On le connaît comme YouTuber. Il a commencé notamment comme directeur artistique chez Kazé. Il a ensuite participé à l'aventure de No Life avec Alex Pilot. Et puis, on le connaît comme l'un des co-créateurs de la série Nerds. Puis il a écrit un certain nombre de sketchs pour le Golden Show, donc là aussi une production qui a eu et qui a toujours un vrai succès, comme vous le savez. Et puis il est aussi auteur de bande dessinée, directeur de collection chez Delcourt. Il a notamment publié en 2013 La Petite Mort, donc aux éditions Delcourt, qui fait l'objet d'une série animée, donc adaptée depuis 2017. 4 saisons, 36 épisodes, si mes comptes sont bons. Voilà, donc une carrière, si je veux dire, en tout cas un itinéraire créatif tout azimut et qui amène logiquement à l'animation, puisque l'animation, c'est l'art de tout faire sans rien savoir faire, en quelque sorte. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous 3 d'être présents avec nous. Et puis, donc, on peut peut-être passer les petits extraits vidéo, et puis ensuite, on va revenir sur vos itinéraires et votre expérience. Donc on a vu dans l'ordre de projection un extrait de Vermine, donc d'Alexis. Ensuite, c'était La Petite Mort de David. Et puis ensuite, il y avait la bande-annonce, le trailer plus exactement, de Garce. C'est ça. Oui, c'est ça. Après, et puis après, ton court-métrage, votre court-métrage, La Bouche en cœur. Oui, c'était un peu bizarre du coup de le voir dans cet ordre-là, parce que c'est un peu l'inverse, quoi, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire avec. Alors, pour entamer notre discussion donc sur la question de la série ado-adulte, la première chose qui a été constatée par la SACD et le SNC au moment de choisir ce sujet, c'est le fait qu'on est sur un genre qui est à la fois assez ancien dans l'histoire de l'animation et à la fois qui aujourd'hui connaît une véritable dynamique. Alors simplement quelques jalons pour se remémorer ensemble comment les choses se sont produites, ou en tout cas comment elles sont venues sur nos écrans. Probablement la première série ado-adulte développée aux États-Unis, c'est une production d'Hanna et Barbera de 72, qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle Wait Till Your Father Gets Home, qui a fait l'objet de 3 saisons et qui est
déjà sur un format de sitcom avec un propos satirique sur la société américaine. Je dis déjà parce que en fait, la série que l'on connaît véritablement et qui, je crois, a été assez déclencheuse à plein d'égards, c'est la série Les Simpsons en 1989, célèbre série de Matt Groening, où là on est aussi dans le format de la sitcom avec cette famille de la classe moyenne américaine que tout le monde connaît et dont la vie de tous les jours permet de passer au vitriol le quotidien de la famille moyenne américaine et de la société dans laquelle elle s'inscrit. Donc c'est une série qui a été diffusée, comme je le disais, à partir de 89 chez Fox. Et puis on pourrait citer 97 South Park, évidemment, qui peut-être va encore plus loin dans son ton satirique, sarcastique, graveleux. On se souvient aussi d'un vocabulaire volontiers grossier. Voilà, une série très provocatrice qui n'hésite pas, y compris à utiliser des arguments comiques en les empruntant notamment du côté de la scatologie, etc. Et puis, voilà, on a une accélération de ces productions dans les années 2000. Je ne reviens pas là-dessus. Simplement pour dire qu'au Japon, ça se passe différemment, puisque dans la deuxième partie des années 70, il se passe au Japon ce qu'on connaît à travers le phénomène de l'anime boom, qui est le moment où la production japonaise s'ouvre massivement à une production à la fois pour adolescents et pour adultes, dans tous les formats, progressivement. C'est la suite de la porte qu'a ouvert notamment le croiseur spatial Yamato de Leiji Matsumoto, et qui va progressivement s'étendre dans le monde, notamment en France, et ça a une incidence importante parce que ces séries, qui ne visent pas forcément un public d'enfants, nous les recevons, nous les voyons sur les écrans, notamment au Club Dorothée et ailleurs. Ça produit à la fois beaucoup d'incompréhension, de malentendus, puisqu'on a, et vous vous en souvenez pour certains d'entre vous, des incompréhensions très fortes qui prêtent aux Japonais le fait de vouloir pervertir d'une certaine manière la jeunesse en leur montrant l'ultra-violence, etc., etc. Et puis par ailleurs, dans ces séries, puisqu'il y a de tout, il y a des séries pour enfants, il y a des séries pour adultes, etc., eh bien, il y a aussi de quoi véritablement imprégner l'imaginaire de toute une génération, j'ose dire aujourd'hui plusieurs générations de téléspectateurs qui vont, pour certains, devenir des créateurs par la suite. Et il y a une influence très claire de l'animation japonaise à ce moment-là. Pourquoi je parle d'un malentendu ? Parce qu'à l'époque, la télévision française est essentiellement concentrée sur une cible qui est celle de la jeunesse. Et lorsqu'on achète effectivement des productions télévisées japonaises sans discernement, eh bien on met tout dans la case jeunesse, alors que ces séries, pour certaines, ont été produites pour les enfants, type Heidi de Takahata, et d'autres absolument pas. Toujours est-il que le chemin en France est plus lent pour voir émerger ce format-là, mais comme il est plus lent d'une certaine manière pour l'industrie de l'animation, qui a eu des difficultés à se mettre en place et qui fait véritablement les années qui sont vraiment une charnière, c'est la fin des années 90 et le début des années 2000. On pourrait citer dans les séries comme Jalon, Les Lascars, 1998, qui, je pense, fait partie des jalons, en tout cas des moments où il y a un premier tournant qui s'opère. Et puis aujourd'hui, eh bien, on voit qu'à la fois il y a un véritable élan créatif. On pourrait dire que c'est un des segments dans lesquels la création est sans doute, je le dis en tant qu'observateur, la plus stimulante à suivre. C'est rendu possible par plein de facteurs, notamment le développement des plateformes, des chaînes numériques. On pourrait parler de YouTube, de Netflix, mais aussi plus récemment de France TV /, donc des endroits où effectivement d'autres formes de récits, donc visant une cible différente de celle, on va dire, de la télévision linéaire, peut éclore à partir des années 2000 et plus particulièrement des années 2010. On pourrait citer comme forme de repère, là aussi, c'est pas du tout exhaustif, les séries adaptées de l'univers de Jules sur Arte, Silex and the City en 2012 et 50 nuances de grec en 2018, mais il y a aussi Last Man,
en 2016, tout à fait dans un autre genre, diffusé sur France 4. Et puis plein d'autres choses que je vais oublier. Je ne veux pas faire trop long ici, mais juste évoquer aussi le fait qu'il y a certains studios qui, à partir de cette époque-là, et je pense notamment à Bobby Pills, se spécialisent aussi sur ce segment en particulier. Voilà donc un phénomène qui, en France, est un phénomène qui s'inscrit vraiment dans une contemporanéité et qui ne se développe pas dans la longueur de l'histoire, mais qui, sur lequel, encore une fois, la question des réseaux de diffusion, enfin des canaux de diffusion, semble assez déterminante sur la suite. Voilà, ça c'était quelques petits repères qu'on voulait partager avec vous pour ensuite maintenant revenir sur les travaux de nos trois invités. Et puis je vais commencer par Manon, parce qu'elle est à côté de moi, et puis qu'on a terminé par ces films, donc on va tout faire à l'envers, comme on l'a fait pour la bande-annonce. Et puis avec une première question. L'idée, dans ce débat, c'est qu'à la fois, on puisse revenir à chaque fois sur la genèse du projet que l'on a cité, même si vous avez une œuvre pour certains qui est assez dense, mais revenir donc sur la genèse à chaque fois des trois projets, donc Vermine, La Petite Mort et puis Garce. Donc voilà, un certain nombre de questions autour de ça. Comment on est l'idée de cette série, qu'est-ce qui vous a motivé dans la façon de l'écrire, etc. Revenir ensuite plus particulièrement sur les modalités même de l'écriture. La question qui va nous intéresser, c'est de savoir s'il y a des méthodes, il y a des limites et des possibilités particulières que permet cette forme qui est la série courte ado-adulte. Et puis aussi des limitations, comme je viens de dire. Et puis en troisième lieu, on essaiera d'arpenter ensemble la question du rapport entre auteur, autrice, producteur, productrice, diffuseur. Voilà, qu'est-ce qui se joue à chacun des endroits? Comment vous avez été mis en contact avec un producteur ou une productrice? Comment les relations se jouent? Qu'est-ce qu'elles déterminent du point de vue de la création du projet? Et évidemment aussi avec le diffuseur, puisque dans pas mal de cas, le regard et le rôle du diffuseur est sans doute aussi important dès la phase de l'écriture. Voilà, donc un petit peu le squelette, on va dire les grandes articulations de la discussion, si ça vous convient. Et puis donc on peut commencer, Manon, sur une première question que j'aimerais bien que vous abordiez pour chacun d'entre vous, de façon rapide, mais moi la première question qui m'intéresse toujours, c'est de savoir qu'est-ce qui a été le déclencheur dans votre vie de cette envie, de ce besoin, de ce désir de faire de l'animation et d'avoir une carrière créative. Alors l'animation particulièrement, j'y suis arrivée vraiment complètement par hasard. Quand j'étais au lycée, j'allais beaucoup dans un cinéma d'art et d'essai dans ma ville qui était Agen, parce qu'il y avait un bar. Et du coup, je passais mon temps au bar avec mes copains et mes copines. Et puis des fois, on rentrait dans des salles. Du coup, je voyais énormément de films. Et puis à côté de ça, je crois que j'étais au lycée un peu en section art plastique, etc. Et en fait, après le lycée, je me suis retrouvée en prépa d'animation. Mais là, j'avoue, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Enfin, je comprenais rien ce qui se passait vraiment. Les gens, ils dessinaient tous hyper bien. Ils savaient déjà faire plein de trucs. Moi, j'avais vu genre de Miyazaki et les Pixar, quoi. Je connaissais rien d'autre. Et puis voilà, de fil en aiguille, en fait, je me suis rendu compte que je voulais faire des films. Que en fait, finalement, le dessin, tout ça, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Voire même, ça me gave un petit peu, quoi. Mais du coup... C'est plus un moyen qu'un but. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, au plus vite je m'affranchis du dessin, mieux je me porte presque. Hein. Et du coup, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était la réalisation qui m'intéressait. Et voilà. Donc l'MK, la Poudrière, ouais. Donc des écoles où on forme à l'animation et à la réalisation.
Surtout La Poudrière, ouais. L'MK, c'est plus presque type Beaux-Arts, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, on a la liberté de réaliser, donc ça, c'est déjà bien. Mais c'est pas facile quand même au bout de 3 ans de se lancer. À La Poudrière, on nous donne beaucoup plus les armes pour diriger une équipe, faire des dossiers, tout ce qui accompagne la réalisation, quoi. Et donc, ensuite, il y a Garce. Donc ce film, pardon, pas de Garce, mais oui, la bouche en cœur, donc réalisé dans le cadre de la Poudrière. Oui, c'est mon film de fin d'études de La Poudrière. Là, voilà. Il y a déjà un univers qui est posé et aussi un propos, un sujet qui. En fait, comment on pourrait poser ce sujet en quelques mots, oui. Ah, le sujet. Elle parle de sexualité quand même. C'est ça, je pense, le sujet du film, en tout cas, pas de la série. Moi, je suis partie des personnages dans ce film. J'avais envie de voir des filles qui sont stylées, qui sont un peu des cagoles 2.0, quoi. Parce que j'ai grandi dans le sud, à Aix-Marseille, et du coup, c'est mon univers, quoi. C'est là que j'ai grandi. J'ai passé énormément de temps adolescente, donc moi j'étais un peu comme ça quand j'étais ado. J'avais des copines qui étaient comme ça, donc j'avais envie de me replonger dans cet univers-là. Et puis j'avais envie qu'elle parle de sexualité, mais sans tabou, quoi. J'avais pas envie de poser un tabou sur ça. C'est pour ça que des gens me disent souvent qu'elle parle de manière extrêmement crue et trash, mais en fait elle parle juste comme beaucoup de gens, de jeunes parlent de leur sexualité. Et en fait, oui, il y a la question quand même d'une agression sexuelle au début du film, mais en fait, c'est même pas ça le sujet, c'est plus comment on en parle, en fait. C'est plus ça. Tu peux te mettre là si tu veux, hein. On n'y est pas, hein, puisqu'on est là. Non, t'inquiète. Et voilà. Oui, le sujet, c'est donc comment elle parle. Oui, en fait, le sujet, c'est la parole. Voilà, et de l'agression sexuelle, donc de la violence sexuelle. Ouais. Oui, et puis en fait, le vrai sujet de mon film, et qui va être le sujet de la série, c'est de parler. C'est la parole, c'est comment on discute, comment en discutant, on ne dit pas tout, les non-dits, etc., quoi. Alors comment est née l'idée de ce court-métrage dont on a dit qu'il avait eu pas mal de succès, de visibilité? Comment est née l'idée de trouver dans ce court-métrage la matière d'une série? C'est une envie personnelle ou c'est... Oui, en fait, avant même de finir le film, j'étais hyper frustrée parce que ça m'énervait de voir ces deux personnages qui étaient riches de tout un tas de choses parler uniquement de sexualité, sauf que le film devait faire 4 minutes parce que c'est un peu la règle à La Poudrière, le film doit faire 4 minutes. Et donc, en fait, en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'avant même de finir le film, je suis allée à Annecy. On va à Annecy avec La Poudrière. Et vu que le film avait été acheté par Arte, je commençais un peu à avoir des déjeuners, des trucs que j'avais jamais eu quand j'étais étudiante. Du coup, je me suis dit, ok, il me faut une stratégie là. Les gens, ils vont me poser des questions, donc il faut que je leur dise un truc. Et je me suis dit, en vrai, ces personnages-là, j'ai trop envie de les revoir. J'avais pas du tout envie de me lancer dans un court-métrage d'animation. Et donc, je me suis dit, je vais faire une série. Et en fait, j'ai commencé à dire ça à tout le monde. Et c'est devenu hyper réel, quoi. Après, il y a des gens qui venaient me voir en mode « Ah, mais tu vas faire une série, faut absolument que tu tentes cette bourse, machin, tout ça. » Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait. Je l'ai dit après, ça s'est fait, mais c'était pas hyper réfléchi, quoi. Hein. C'est parti. Donc, dans la pulsion, mais il y avait quand même une envie de continuer à voir vivre ces personnages et de développer cette situation de départ. Vous êtes à la fois autrice du scénario, autrice de l'univers graphique et réalisatrice. Oui, j'ai une co-scénariste aussi. Co-scénariste, d'accord. On est deux à écrire. On écrit à deux. Après, c'est vraiment une scénariste de formation qui est aussi réalisatrice. Elle s'appelle Maïté Sonné. C'est une super réalisatrice. Ses films sont super. Elle fait du live, elle. Et on s'est rencontrés plus tard en festival. Et moi, je sentais que j'avais un peu besoin de quelqu'un pour m'aider à structurer les arches. Parce que j'adore écrire du dialogue. Et j'ai tout le temps plein d'idées de scènes, de dialogue, etc. Mais vraiment pour la structure, les arches d'une série, c'est quand même costaud, quoi, en termes d'écriture.
On en reparlera tout à l'heure, mais juste pour rester sur cette idée, envie et idée de départ, vous avez dit que l'animation pour vous était un moyen de réaliser, de raconter des histoires, mais voilà, que l'image réelle avait aussi totalement sa place dans votre univers. Est-ce qu'à votre avis, sur un sujet comme celui des violences sexuelles et de la parole autour de ça, est-ce que l'animation est particulièrement qualifiée ? Vous auriez pu imaginer, est-ce que c'est par l'animation qu'on peut effectivement toucher le plus près, d'après vous, ce type de sujet, ou est-ce que vous auriez pu imaginer aussi bien de travailler ce sujet en image réelle ? Moi, je pense qu'on peut toucher ce sujet de plein de manières différentes. Hein. C'est pas du tout que avec l'animation. Après, là, moi, par exemple, dans mon film, je trouve que l'animation, ça apporte un décalage, en fait. Enfin, je pense que ce film, par exemple, il n'aurait pas marché en live. Ça aurait été trop cru. En fait, il y a quelque chose qui n'aurait pas fonctionné. À mon avis, rien que l'animation, même si moi je l'aborde de manière assez naturaliste et assez réaliste, rien que les couleurs, les designs, etc., ça vient un petit peu décaler le propos de toute façon. Et en plus, avec l'animation, on peut venir s'attacher ça marche super bien dans les non-dits et dans ce qu'on n'arrive pas trop à dire, parce qu'on va venir s'attacher sur des petits mouvements d'acting, des petites choses très délicates que, à mon avis, on pourrait moins faire dans le live, même si j'adore le live, etc. Mais là, pour ce film-là, je pense que ça aurait fait un rendu complètement différent. Je pense pas que ça aurait marché comme ça. Et puis la série, après... c'était assez naturel. Les personnages, ils existent maintenant comme ça, en fait. Ces personnages, c'est eux. Ils seront jamais en live. Maintenant, ils sont comme ça, avec leur tête grosse, pas de nez. Enfin, c'est comme ça qu'ils seront. Et ça fait partie d'elles d'être comme ça, quoi. Et donc, la série, tout naturellement, c'est en anime qu'on l'a lancée. Et en fait, je pense que c'est pareil, parce que la série va aborder tout un tas de sujets différents, sociétaux, philosophiques, éthiques, etc. Et en fait, grâce à l'animation, il y a quand même un humour qui arrive qu'on n'aurait pas en live, en fait. Ce serait presque un peu plan-plan, je pense, en live. Donc c'est une façon à la fois de prendre une distance et avec la distance, finalement, on s'approche presque encore plus du sujet, c'est ça ? Ouais, je pense. Et puis vraiment, ça ramène un humour dans la manière de bouger, il y a quelque chose qui est plus fluide, quoi. Enfin, il y a un humour qui passe plus directement, quoi. Alexis, on a vu donc très rapidement, mais j'imagine que beaucoup de gens dans la salle connaissent Vermine. Quelques mots pour présenter cette série. Alors Vermine, d'abord, et puis après est venu Les Cassos, qu'on a aussi co-réalisé ensemble. Et à partir de là, en fait, on a voulu écrire une sitcom. Dans la lignée de South Park et de cette série qu'on adore. Et voilà, en fait, on n'avait pas forcément cette idée de base à la base pour des insectes, Mentos, enfin tout ça, c'est arrivé après, quoi. D'abord, il y avait vraiment l'idée de faire une sitcom, comédie pour adultes. Et on a fait une liste de concepts différents, un peu en brainstorming comme ça, et puis au milieu de tout ça il y avait des insectes flics dans une décharge et puis on a développé ça, quoi, après. Les Cassos, c'était déjà un projet personnel ou comment c'est venu ? Alors Les Cassos, en fait, non, c'était un producteur de Bobby Prod qui cherchait en fait à faire une série pour enfants à la base. Qui avait ce concept de faire des petites annonces comme les petites annonces d'Elise Moon, mais pour les enfants, quoi, avec des personnages un peu génériques, style une princesse, un super-héros. Et il avait fait appel à des auteurs. Nous, on est arrivé en tant que réalisateur de pilote avec Rémi. On a fait une première animatique qui était horrible. On a fait une deuxième animatique qui était un peu moins horrible et qui, par contre, était un peu plus adulte, c'est-à-dire un peu plus ado, quoi, pour le coup, parce qu'on a commencé à faire intervenir des personnages comme Zorro, La Belle et la Bête, La Petite Sirène. Et puis Canal+ a accroché, a dit « Ok, c'est bien, ouais, on aime bien. » Mais là, on lance notre première chaîne YouTube sur Canal+, quoi. Et à partir de là, malheureusement, nous, on n'était plus disponible avec Rémi. Et du coup, le producteur a fait appel à El Diablo et Balak
pour écrire cette version adulte, vraiment trash, quoi. Ils ont dit allez-y, quoi, c'est pour YouTube, on peut faire ce qu'on veut. Et donc ils ont écrit des personnages comme Gadget, Candy, etc. Et là, nous, quand Canal+ a donné le feu vert, on est revenu avec Rémi pour réaliser la première saison, et la deuxième, la troisième, et puis après voilà, c'était parti, quoi. D'accord. Et donc pour revenir à Vermine, oui. Donc l'histoire, c'est cette montre religieuse masculin, voilà, ouais. qui ce montre religieux, ouais, je sais pas. J'ai presque j'ai compris. Ouais, ouais. Qui donc part en ville pour avec qui est très naïf et candide et qui veut effectivement faire carrière, qui fait carrière dans la police. Donc on est à la fois, comme vous l'avez dit, on est à la fois dans un univers d'insectes, mais il y a toujours cette idée à la fois d'une forme de décalage parodique et satirique. Oui, alors en fait, on voulait faire une sitcom avec des policiers, on avait plein de références. Et puis, quand il a fallu vraiment l'écrire, on s'est dit c'est qui notre personnage qui nous plaît vraiment. On avait une galerie de personnages, et ce mentor religieux qui un peu un personnage puceau, quoi, ouais. qui a pas d'expérience, et voilà, on s'est dit c'est intéressant, on peut le faire. On avait comme référence aussi Zootopia, qui était ouais. Voilà, un personnage qui part à la ville, un peu le personnage de la campagne qui part à la ville, et puis on a brodé autour de ça, et puis en fait au fur et à mesure ça s'est construit autour de ce personnage-là. C'était vraiment notre point de départ, ouais. Ce petit voilà. Mais après on voulait faire un duo, on savait qu'on avait tout ce truc de binôme de flics qui est un cliché du buddy movie, et voilà, on a juste retranscrit un peu tous ces clichés-là sur le monde des insectes, et on avait plein d'idées en fait visuelles, plein d'idées d'univers, et il nous manquait juste voilà ce personnage principal pour mener ce truc. Et forcément avec tout l'univers de la religion, de la campagne, on s'est dit bon, on va à fond là-dedans, et on inverse un peu comme dans Jackie Royaume des filles. On voulait faire aussi un peu cette inversion homme-femme dans une secte religieuse. Voilà, bon, ça c'était une petite idée à la base, et puis ça devient une grande histoire à la fin, quoi. Merci Alexis. David, même question. Donc, comment est née, si j'ose dire, la petite mort, le projet de série? Alors, évidemment, je pense qu'on va parler de la bande dessinée, mais voilà. Ouais, c'est compliqué, moi, parce qu'à aucun moment j'ai cru que je ferais de l'animation dans ma vie. Hein. Ouais. Vraiment, je n'étais pas parti pour ça du tout. Donc voilà. À la base, quand j'étais graphiste chez Kazé, justement, j'avais une pause déjeuner d'1 heure, et 1 heure, c'est un peu long pour pas travailler. Donc j'ai décidé de faire un blog BD. Et pendant ma pause déjeuner, je mangeais à mon bureau et je faisais 3 cases de BD que je mettais en ligne tout de suite, juste après. Après, je reprenais mon travail. Et tous les jours, pendant 5 ans. Et à un moment, on n'a plus d'idées, ou on cherche d'autres idées. Et mon père a fait un infarctus et un AVC en même temps, ce qu'on appelle un combo dans le monde du jeu vidéo. Il s'est retrouvé à l'hosto avec un caillot dans le cœur. Et moi, j'étais à Paris, mes parents sont en Ardèche. Et ma mère m'a dit non, mais descends pas, t'inquiète pas. Mais bon, on nous a dit si le caillot dans 3 jours il n'est pas parti, il est mort, quoi. Ah ok, d'accord. De toute façon, tu peux rien faire, hein. T'as qu'à rester là-bas et travailler. Et sauf qu'on n'arrive pas à travailler. Enfin, on pense à autre chose. Et je griffonnais la faucheuse parce que je suis un mec drôle. Et sauf que j'arrivais pas à faire la faucheuse grande. Je la faisais petite. Et je me suis dit tiens, c'est la petite mort. Et la petite mort, je me suis dit l'orgasme. C'est drôle ce nom. Je vais le garder. Et je l'ai mis de côté, la petite mort. Et puis mon père est sorti de l'hosto à cause de la pleine lune, selon les médecins. Ça a fait disparaître le caillot. Je vous jure, quand on nous a dit ça à l'hôpital, le voisin a eu la même chose. Et lui, c'était un caillot dans la jambe, c'est parti dans la même nuit, mais c'était la pleine lune. Voilà, l'Ardèche, aller à l'hôpital. Donc, moi, j'ai plus d'idées sur mon blog, je veux faire une BD tous les jours. Et je me dis, tiens, j'ai ma faucheuse que j'avais là dans un coin, et je fais 3 cases, et je me rappelle, c'était... c'est lié un peu à mon enfance. Moi, je m'ennuyais. Enfin, souvent, je disais que je m'ennuyais, et puis en fait, je lisais une BD, je m'ennuyais plus, ou je regardais le Club Dorothée, je m'ennuyais plus. Mais bon, donc c'est l'enfant qui dit à sa mère, maman, je m'ennuie, et sa mère lui dit, va jouer dehors. Elle fait, ah non, si, c'est l'été, va faucher des vieux. Oh, encore. Voilà. Et ça a été 3 cases que j'ai mis
par hasard sur mon blog. Et là, les gens dans les commentaires, je n'avais pas beaucoup de gens qui me suivaient, mais là, c'est là où j'ai eu le plus de commentaires. C'est « Et la suite ?» Et j'ai fait « Ah bon ?» Bon. Et alors la semaine d'après, j'ai fait 3 cases. Et après, on m'a dit la suite, 3 cases, 3 cases, 3 cases, jusqu'à faire 96 pages. Et aller voir un éditeur, donc Guy Delcourt, qui m'a dit, alors c'était un 46 pages, et il m'a dit il faut 96 pages, et ton dessin, il n'est pas beau. Et j'ai fait oui, et donc j'ai tout redessiné, et on a sorti la BD. Et en fait, avant que la BD sorte, c'est ça qui est un peu fou, c'est que vu qu'il y avait No Life qui était déjà lancé, donc j'avais déjà un peu un public. Et quand j'allais en dédicace, j'ai vu des gens arriver avec tatoué La Petite Mort, qui n'existait même pas en bande dessinée. Je me suis dit, mais c'est quand même dingue que ce personnage cristallise autant de choses pour les gens. Et je me suis dit, oui, il faut en faire un truc, quoi. Donc la BD, et la BD, 2 ans plus tard, je suis à Angoulême. Je vais à l'avant-première de Tu mourras moins bête en animé. Et là, le producteur me dit c'est toi qui avait la queue là pour la BD La Petite Mort Je fais oui. Il m'a dit tu voudrais pas en faire une série animée Je fais bah ouais. Et il m'a dit ok. Et du coup, il est allé voir France Télé. France Télé a fait ouais. Je fais ok. Et après, et le truc fou. Et je pense que c'est ce qui change avec les plateformes, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pourquoi ça marche plus sur les plateformes et sur Internet, les animés ados-adultes. C'est parce que les chaînes de télé ont peur déjà. Et ensuite, souvent, ils nous disent pas feuilletonnant, hein. Pas feuilletonnant, hein. Parce que les enfants, pas feuilletonnant. Alors déjà, c'est pas pour les enfants ce que je fais. Et moi, France Télé, c'est la première fois qu'on m'a fait ça. France Télé ils m'ont dit, tu veux que ça soit que des blagues ou tu veux que ce soit feuilletonnant? Et j'ai fait feuilletonnant, bien sûr. Enfin, nous, gamins, on regardait les Chevaliers Zodiac et Dragon Ball, on regardait parce que c'était feuilletonnant, justement. Donc du coup, La Petite Mort est devenue feuilletonnant. Et je pense que c'est ça qui a fait un peu le succès de la série, c'est que c'est trash, mais tendre et surtout feuilletonnant. Voilà. Et du coup, en 2016, la série est sortie, ça a bien marché. Et puis voilà, là, on est en train de travailler sur la saison 5. Voilà. Vous n'aviez pas du tout fait d'école ni d'animation? J'ai le brevet des collèges avec difficulté. Voilà. Non, j'ai fait l'école de Condé parce que mes parents se sont saignés pour me payer une école privée. J'ai pas eu de diplôme. Voilà. Et Alexis, parce qu'on avait sauté cette case, donc les SAT à Roubaix, mais d'où vient l'envie de faire pour le coup de l'animation? Moi, pour le coup, oui, non, je dessine vraiment depuis longtemps. Ouais. Je me destinais à ça, vraiment, et j'ai fait un bac à appliquer. Et puis voilà, je voulais faire les Gobelins, j'avais tenté ça en sortant d'école. Enfin, j'avais cet objectif très clair de faire de l'animation. Et puis finalement, j'ai pas été pris, mais j'ai fait les SAT. Et après, à la base, je voulais pas forcément faire de la réalisation. Quand j'étais étudiant, je me suis dit je vais faire du décor parce que je sais pas, j'aimais bien, je faisais des aquarelles. Et puis quand je suis sorti d'école, j'ai retenté les Gobelins et je les ai pas eus encore. Et du coup, j'ai rencontré à Annecy Thomas Digard, qui était le chef animation des Lascars, qui m'a dit viens en Ukraine pour ce film. Et je me suis dit cool, je vais faire du décor sur les Lascars, c'était un peu mon rêve, quoi. Et en fait, en arrivant, il m'a dit non, mais c'est de l'animation que tu vas faire. Et donc d'un coup, j'ai dû faire de l'animation alors que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Enfin, l'animation dans le sens animer des personnages, quoi. Et j'ai énormément appris. Ça m'a vraiment fait découvrir le plaisir de faire bouger des persos, de leur donner de la vie, et sur des dialogues en plus avec là il y avait des acteurs incroyables qui avaient fait les voix. On animait sur les voix des acteurs aussi, ça c'est un truc qui est rare dans l'animation. Souvent on anime sur des voix témoins, c'est-à-dire c'est le réalisateur qui fait ça avec son téléphone, et bon, plus ou moins bien. Et là, on avait la voix de Vincent Cassel, d'Omar et Fred. Du coup, c'était... Enfin, voilà, on a vraiment pris énormément de plaisir à dessiner. Enfin, c'était dur parce qu'il fallait apprendre vraiment tout depuis le début. Et en sortant de ça, ouais, moi, après ça, j'ai voulu faire du storyboard d'abord, et puis ensuite de la réalisation. Donc, c'est venu chemin faisant. Très, voilà. Moi, c'était très... Et alors, autant Manon et David ont...
parlez à chaque fois finalement de quelque chose qui est lié à l'expérience personnelle dans le déclenchement de leur projet. J'ai entendu ça. Autant est-ce qu'il y a dans Vermine quelque chose de... Une infestation de cafards à la maison, Voilà. des puces de lit peut-être. Non, c'est difficile à dire. Non, je pense que l'envie surtout, c'était de faire... en fait, quand on était en Ukraine, justement, je reviens à cette expérience parce que je pense que c'était ça, finalement. On n'avait pas de télé. On avait une télé, mais avec des chaînes ukrainiennes. Et Rémi avait juste un disque dur avec tous les South Park. Et on a regardé ça 3 à 4 fois. Et au bout d'un moment, je pense que... En fait, on avait envie de faire un truc qui nous faisait autant marrer que ça, quoi. Et comme je t'ai dit, je pense qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme série qui n'a pas été fait ? On a noté des trucs, plein de trucs, quoi. On s'est dit, ah tiens, des journalistes qui font ça, des insectes qui font ça. Enfin, on a fait des mélanges de... voilà, c'était un peu mathématique, on va dire. Puis, en fait, on en a parlé à des gens. Et ce projet-là, on voyait bien qu'on avait plus de plaisir à l'imaginer, à le raconter. Et puis, en fait, c'est plus statistiquement, c'est lui qui a gagné, quoi. Et David, Alexis, de façon un peu ouverte, la même question qu'à Manon. Est-ce que il vous semble que l'animation, à la fois celle que vous pratiquez ou celle que vous aimez, elle a une pertinence? Est-ce que c'est un média plus percutant pour parler des sujets de société? Parce que voilà, déjà, je pense que Vermine n'aurait pas pu votre travail être, est vraiment très corrosif, donc oui, pardon. Je pense pas que Vermine aurait pu être fait en live. Ouais. Ça aurait été compliqué. La petite mort non plus. Hein. Enfin, si, mais c'est cher, quoi. Non, mais sans parler de ça, c'est pas la question de savoir si vous pourriez faire la même chose en live ou pas, mais de manière générale, voilà. Moi, ce que j'ai aimé faire avec La Petite Mort et lors de la saison 1, lors de l'écriture, c'est ce que je me projetais en tant que public et je me disais, je vais essayer d'avoir telle émotion à tel moment ou à tel épisode ou telle chose. Et quand il y a les commentaires YouTube qui voient qu'on a réussi, c'est ça qui fait plaisir. Et en fait, dans La Petite Mort, le dessin est mignon et le propos est un peu mignon. Donc les gens commencent à regarder la série en se disant, oh, je regarde un truc un petit peu calme, pas trop trash, voilà. Et au début, il n'y a que des blagues, et puis peu à peu, j'amène un truc qui amène à la fin un choix pour le personnage, un choix qui est très triste. Mais les enfants qui regardent ce dessin animé, parce que c'est souvent des ados qui regardent La Petite Mort, ils ne s'attendent pas que dans une série d'animation, on tue un personnage important. Et dans les commentaires, j'ai des tonnes et une joie, un sourire en disant j'ai pleuré en regardant la vidéo, et c'est le plus beau compliment, voilà, c'est-à-dire que ce gamin ne s'attendait pas que dans une série d'animation qu'il regardait, on allait buter le personnage et qu'il allait jamais revenir, et que c'était triste et que le personnage allait être triste tout le temps et que ça pouvait amener à la dépression. Et ça, je pense qu'il n'y a qu'en animation qu'on peut faucher l'herbe sous le pied comme ça aux gens, je pense. Voilà. En tout cas, c'était le meilleur moyen pour les surprendre. Et pour Vermine, je ne sais pas si au niveau des thématiques, oui, on se serait parti sur les mêmes choses sur du live. Ouais, c'est sûr, je pense qu'en animation, on a cette possibilité de faire rire déjà avec des choses vraiment... ce que font South Park, justement, j'y reviens, mais... oui, comme tu dis, je pense que les gens ne s'attendent pas à voir ça en animation. Déjà, il y a ce truc-là. Et surtout dans ce genre-là, sitcom, parce qu'effectivement, il y a toutes les animations japonaises qui sont encore un monde à part. Mais là, nous, oui, peut-être qu'on s'inscrit plus dans ce que les gens s'attendent à voir dans une série sitcom, comédie. Et oui, je pense que là, on peut surprendre avec des choses comme la sexualité, la violence, la scatologie. Et je pense que oui, c'est ce que l'animation permet de faire. Oui. Et surtout, après, en plus, le graphisme va aussi permettre... voilà, Vermine, c'est quelque chose... Nous, on voulait quelque chose de très simple à animer. Et du coup, les designs se sont un peu adaptés à pour des raisons économiques, essentiellement. Mais aussi parce que, voilà, justement, avec des choses très simples, très schématiques, on se permet peut-être plus de choses. Ouais. Mm-hmm. Donc, ce
que j'entends notamment comme point commun entre vous, c'est cette notion de décalage, le terme que vous avez utilisé à un moment donné, entre la forme, ou plus exactement l'idée que l'on peut avoir de l'animation, et la façon dont vous l'utilisez pour aller effectivement chercher des émotions, chercher à mettre en tension une réalité d'une façon différente, quoi. Hein, alors, une question ouverte aux trois, pour aborder maintenant plutôt la question de l'écriture en tant que telle. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce qu'il y a des contraintes d'écriture, de rendu graphique qui seraient particulièrement liées au projet en série, de projet de série, ado-adulte? Est-ce qu'il y a des contraintes d'écriture, des contraintes graphiques, de rendu graphique, si oui, lesquelles? Vu qu'on est sur des séries courtes en général, ouais. Nous on est sur des séries courtes, la problématique souvent, si on est sur de la série courte qui en plus c'est une fiction, donc c'est-à-dire qui se suit, notre problématique c'est de savoir quel est le bon dosage de blagues et de ce qu'on met pour faire avancer l'histoire, pour arriver à notre 10e épisode, à une fin ou un truc comme ça. Et moi, là où je me suis heurté c'était ma première série que j'écrivais, La Petite Mort, donc du coup vraiment je suis arrivé, je savais rien faire, quoi. Et la structure c'est hyper important, et quand on n'en a pas appris, comme disait Manon, c'est un peu compliqué, quoi. Mais le problème c'est que je voulais mettre plein de blagues, et je me rendais compte qu'en fait ça ne rentrait pas, parce qu'il fallait quand même que je raconte une histoire. Et donc, je pense que ça a nivelé un petit peu, et j'en suis content, hein, le trash, pour pouvoir être plus dans le « je raconte une histoire », et des fois, il y a des scènes trash, des fois, il y a des blagues, mais j'ai beaucoup dû enlever des blagues pour raconter plus mon histoire, pour arriver à faire pleurer les gens, qui est mon but, en fait. Enfin... Moi, ce qui m'intéresse dans l'animé ado-adulte, c'est pas faire rire, parce que faire rire, a priori, j'ai compris, mais vraiment, c'est l'émotion. Et si j'arrive à faire pleurer, c'est vraiment pour moi le max, quoi. Voilà. Manon. Alors, je pense qu'il y a des contraintes d'écriture propres à l'animation. Moi, je ressens plus de contraintes d'écriture parce que c'est de l'anime, et parce qu'à un moment donné, si tu fais faire à tes personnages traverser l'écran 4 fois, aller fouiller dans une poubelle, faire le tour de l'arbre et revenir, tout l'argent de ton épisode, il est dans ces 10 secondes-là, donc c'est pas possible. Enfin, sauf si tu as un budget limité, ce qui est rarement le cas, hein, je pense. Par contre, contraintes d'écriture ado-adulte, moi, je t'avoue, pas trop. Je fais juste ce que j'aimerais bien voir et ce qui vient. Alors évidemment, ce qui est venu, c'est que c'est feuilletonnant, parce que je pense qu'effectivement, quand tu as la liberté de le faire, ça vient. Tu as envie de faire une grande histoire, tu as envie que tes personnages ils évoluent, de les emmener d'un point A à un point B qui est loin. Et oui, je dois un peu enlever des blagues aussi parfois, mais parce que je pense que quand tu réalises... moi, j'ai tout le temps plein d'idées de scènes, de blagues et tout, et oui, des fois, t'en enlèves un peu parce que ça rentre pas dans 7 minutes, mais à part ça, non, il n'y a pas trop de contraintes, hein. Enfin, moi, je trouve pas, ça va, quoi. Nous, je pense, moi j'ai eu la chance finalement par rapport à tous les réalisateurs de l'animation, on a eu la chance, je pense, d'avoir pas de contraintes déjà de producteurs, quoi, et de chaînes de télé qui nous disent non, ça on n'a pas le droit de le faire, parce que la plupart du temps quand on fait de l'animation, c'est plutôt pour les enfants, et il y a cette contrainte là de se dire il faut que ce soit visible par tout le monde. Et nous là au contraire, sur les Cassos et sur Vermine, on nous a dit limite allez-y, quoi, il faut vraiment pas que carte blanche, qu'il n'y ait pas de limite. Limite, ça nous a peut-être un peu trop poussé à faire des choses parfois qui étaient trop trash, parce qu'on s'est dit tant qu'à faire, on va voir jusqu'où ils nous disent carte blanche, quoi, puisque c'est comme ça. Après, pour la contrainte de l'écriture en elle-même, ça dépend vraiment du format et de l'histoire qu'on raconte. Je pense que chaque projet a ses propres contraintes. Déjà par le format, nous c'était 10 x 7 sur Vermine, et on voulait raconter une histoire un peu feuilletonnante, donc effectivement il fallait faire évoluer un peu les choses. Et au début, moi j'étais un peu paniqué, parce que je me dis mais non, mais c'est pas cohérent. Puis finalement ça se met en place au fur et à mesure, parce qu'on passe du temps, on relit, on fait lire à des gens aussi, on nous dit voilà. Et moi ça a été vraiment sur la fin de l'écriture où je me suis dit oui, donc en fait c'est la relation entre les deux personnages qui est importante, et qui est vraiment ce qui fait qu'on a envie de voir la suite. Donc au début ils se détestent, et puis petit à petit il y a ce petit truc, mais jamais de tout donner, toujours
un peu par épisode, se dire bah là, cet épisode-là, il marcherait mieux juste avant parce que elle lui fait la gueule, mais dans cet épisode suivant, elle est un peu plus sympa. Donc en fait, il y a une évolution. Et je pense que ça, c'est le projet qui a décidé ça tout seul, finalement, de se dire bah, si on veut faire une histoire feuilletonnante, il faut qu'il y ait une évolution dans les choses. Voilà. Je pense que ces trucs-là d'écriture, ces contraintes, c'est effectivement vachement propre au projet. Moi, par exemple, sur ma série, mes comédiennes, elles prennent tellement de place parce que c'est que du dialogue qu'on réécrit en permanence au tournage, quoi. Donc, il y a une première version qui est très écrite, des scénarios, des arches, etc. Puis, tu arrives sur le tournage avec Tornade numéro 1 et Tornade numéro 2 et elles t'envoient tout valdinguer. Enfin, pas tout, mais... il faut réécrire tout de suite, quoi. Il faut réécrire quand elles parlent, quand elles font des blagues, elles balancent 4 conneries à la minute. Donc il y a des trucs, c'est très bien. Et il y a des trucs, ça marche pas en fait avec l'épisode, avec les arches, avec le caractère des personnages. Il faut réussir sur le tournage à dire ok, ça on prend, du coup on va réadapter la suite comme ça, etc. Mais ça c'est propre à ce projet-là par exemple, je pense. Sur la petite mort aussi, hein, les comédiens, pardon, mais je rebondissais, mais sur les comédiens, nous aussi, c'est hyper important. On enregistre les voix avant. C'est-à-dire qu'on fait l'animatique, on a la voix du réa qui est ce qu'elle est, pardon, pas lui. Et après, on enregistre. Et c'est vrai que sur le tournage, on écoute, on fait cette vanne, elle est bien. Ok, on le rajoute et tout ça. Mais alors, du coup, il va falloir raboter l'épisode parce on doit faire. Alors, nous, maintenant, c'est 12 minutes. Avant, on était sur du 4 minutes. Quand c'était du 4 minutes, c'était l'enfer. C'était genre, ok, on accepte cette blague, et du coup, qu'est-ce qu'on enlève, quoi. C'était vraiment ça. Mais en tout cas, pour ce qui est des contraintes, effectivement, alors, actuellement, je travaille sur une série pour enfants qui est en plus mondiale, donc on a les problématiques de la France, mais aussi du monde entier. Et là, il y avait un épisode où je dis juste ça, hein, c'est pour que vous vous imaginiez quand même. Hein, je dis, la petite fille passe l'aspirateur dans sa chambre, et la réponse a été un aspirateur sur batterie, hein. Pas sur secteur. Je fais, pourquoi ? Sinon, une fille va brancher chez elle, elle va mourir. Et ça sera la faute du dessin animé. Je fais, ah oui, sur batterie, bien sûr. Alors maintenant, tu écris un aspirateur sur batterie, bien entendu. C'est l'enfer. Quand tu as eu la liberté d'écrire des trucs où il y a des gens qui meurent et tout ça, machin, qu'on te dise l'aspirateur, il est sur batterie, tu fais, ça va être long. Ça va être long. Et c'est long. Donc j'entends qu'on est plutôt du côté de la liberté que de la contrainte. Qui irait contre la liberté adulte, et que d'une certaine manière, il faut aussi gérer cette liberté, notamment la spontanéité de qui peut se produire avec les comédiens, notamment, hein, qui peut amener à bouleverser, ou en tout cas à changer la personnalité d'un personnage, même au fil d'une saison, hein, carrément. Ouais. Ouais, moi aussi, mes comédiennes, c'est 2 jeunes Marseillaises vraiment de 20-22 ans. Et elles apportent un propos aussi à mes personnages. Parce que, moi, j'ai 26 ans, donc c'est quand même... J'ai plus 20 ans, quoi. Bon, c'est pas très loin, mais quand même. Il y a des trucs qu'elles disent où je suis en mode « Ah, mais putain, c'est vrai que c'est ça, en fait. » Sur des trucs vraiment moraux, philosophiques ou politiques, elles ont un regard qui est plus proche, parfois, de mes personnages que moi-même, ce que j'ai écrit. Donc je leur laisse aussi cette liberté-là. On évoquait tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure une question qui me semble assez intéressante, qui est effectivement le processus même de la production d'une série d'animation. C'est des mois, voire des années entre l'écriture et le moment où la série arrive sur les écrans. Comment on gère ce délai, notamment lorsqu'il s'agit de faire de l'humour ? Est-ce qu'on peut savoir 3 ans à l'avance, est-ce qu'une blague, une vanne va tomber bien ou mais ça, c'est une torture. Enfin, tout le boulot, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va rigoler à un truc, on va faire une blague, et 2 ans après, il faut que ça fasse toujours rire. Autant, même plus, parce qu'on s'est lassé au bout d'un moment de cette blague et qu'il faut en fait la renouveler un peu pour que, voilà, en fait, ça suffit pas et machin. Et des fois, un détail peut tout faire basculer. C'est-à-dire un problème dans le décor, un personnage qui rentre un peu trop dans le cadre, un peu trop tôt. Et on regarde pas la blague et ça y est, la blague elle est foutue et on a fait tout ça pour rien. Donc ça, c'est vraiment le gros du boulot, je trouve, c'est de réussir à retrouver la spontanéité du rire initial,
gadget, prout, machin, et à la fin, arriver à toujours s'amuser de ça, quoi, sans se lasser. Il faut faire attention aussi quand on vanne des gens qui existent vraiment, parce qu'entre le moment où tu fais la série et que ça sort, le mec, il est mort. La blague, elle n'est pas pareille. Hein. Elle n'est pas perçue pareil par les gens. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Dans une BD, j'avais fait une vanne sur le gars qui faisait surprise, Marcel Béliveau. Et entre-temps, il est mort, quoi. Et ouais. Et à chaque fois tu fais non parce qu'il était vivant quand j'avais écrit la blague. C'est vrai que là j'assume un peu moins maintenant. Voilà. Donc ça, ouais, mais ça tu sais pas en fait. Hein. Ouais, et puis même sur les trucs politiques par exemple. Ça change tellement vite ouais, actuellement. Ça change vite et puis en fait. En fait, exactement comme l'ont fait South Park, tu prévois des trucs et puis après ça arrive et c'est complètement obsolète, quoi. C'est obsolète mais dans le pire. Enfin, la réalité est pire, donc. Bon, du coup, c'est un peu dur, moi je trouve, de parler vraiment de trucs d'actualité. Il faut détourner le propos, il faut que ça s'accroche au personnage, quoi. Sinon, ça se périme, je pense. J'avais demandé aux gens, les animateurs s'étaient amusés à faire dans les premières saisons des hommes politiques caricaturés dans la série, et je leur ai dit que je voulais pas. Parce que c'est des choses qui se périment beaucoup trop vite et surtout c'est un humour. Je préfère qu'on regarde les choses d'en haut et qu'on se moque du tout plutôt que de Sarkozy avec son épaule comme ça, où ça va faire rire pendant 1 an, 2 ans, et dans 10 ans, enfin tu t'en fous. Enfin voilà. Donc du coup, moi je fais très attention à ça. Là dans la saison 5 de La Petite Mort, on va parler d'écologie, de choses comme ça, mais on essaye de se projeter dans des choses, qui vont clairement arriver et qui... Genre la fin du monde, quoi. Moi, j'ai un épisode sur la fin du monde, par exemple. Alors moi, non, c'est pas la fin du monde, mais il n'y a plus de Bretagne, il n'y a plus de Corse parce que l'eau a monté, quoi. Et c'est nos migrants, les Corses et les Bretons. Voilà. Et ça, c'est une manière de traiter l'actualité en prenant... Je fais un détour, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des étrangers, c'est des Corses et des Bretons, et en même temps, je peux traiter le sujet en faisant des blagues. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a... C'est le délai entre le moment où on écrit et le moment qu'il faut raccourcir dans ce cas, et c'est ce qu'ils ont fait justement sur South Park. Je suis obsédé. Mais ils ont réduit à 2 semaines. Ils ont 2 ans avec juste un disque dur de South Park. Oui, voilà, c'est ça. Si ça avait été One Piece... je serais, je sais pas. Au Japon. Sûrement. Et eux, ils ont réussi à réduire en 2 semaines le moment où ils écrivent et le moment où ils produisent l'épisode. Ils ont fait un documentaire là-dessus qui, je pense, a fait beaucoup de mal à l'animation parce que tous les producteurs veulent faire pareil maintenant et nous demandent d'aller de plus en plus vite en disant non, mais voilà, ils l'ont fait eux. Mais bon, après eux, ça faisait 14 saisons, 15 saisons qui rôdaient leur truc. Et ça leur a permis d'avoir vraiment une actualité tout de suite, de rebondir sur des choses. Nous, c'est pas possible. En France, mais nous, non, on peut pas. Voilà. Donc, on rentre un peu plus dans le processus d'écriture en tant que tel, en commençant à nouveau par Manon. Voilà, comment vous travaillez concrètement à l'écriture de Garce? Alors, du coup, on est 2. Moi, je suis pas très structurée. Par contre, j'arrive bien à écrire des blagues. Et je connais par cœur mes personnages. Vraiment, c'est mes meilleures copines. J'ai un peu l'impression qu'elles existent parfois. Mais je peux les mettre dans n'importe quelle situation et je sais exactement les 2 comment elles vont réagir. Et ma co-scénariste est extrêmement drôle aussi, mais elle a un humour assez différent, un peu plus un humour de situation, un peu plus burlesque, qui est moins dans la punchline, quoi. Et elle est plus structurée. Du coup, on a écrit d'abord, évidemment, toute la Bible littéraire, etc. Mais bon, ça, c'est pas très... Quand la série est là, la Bible, elle s'écrit. Peut-être que tout le monde dans la salle ne sait pas ce que c'est qu'une Bible littéraire. Oui, la Bible, même moi, je sais pas. Non, je sais, mais... en gros, c'est un ensemble de documents où il y a qui disent la série va être comme ça, les personnages sont comme ça, l'histoire, ça va être ça, le concept de chaque épisode, c'est ça. Graphiquement, ça va être comme ça. Souvent, c'est accompagné d'une bible graphique qui décrit comment vont être faites les choses. En gros, c'est un gros document d'une 50aine de pages qui décrit ce que va être la série. Mais il n'y a pas, par exemple, souvent, dans une Bible, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de storyboard, il n'y a pas forcément de choses précises comme ça. C'est plus
des documents, c'est très chiant à lire, c'est très chiant à faire aussi, mais il faut le faire, donc voilà. Et donc on a ça, on a nos arches aussi. Donc les arches, c'est les arcs narratifs quoi, qui sont écrits pour chaque personnage. Donc qu'est-ce qui se passe dans la saison pour chacun des personnages, comment ils évoluent, voilà exactement. Mais nous tout ça, ça c'est pour Garce, cette Bible vous la faites à deux. Oui, enfin oui. Oui, moi je l'ai un peu fait seule et elle m'a aidé à reformuler pour qu'on ait les aides du CNC par exemple. Parce qu'elle est trop forte pour ça et moi moins. Mais oui, on l'a fait. Enfin moi, en fait, vu que le film était là, le concept de la série, il était là. C'est deux meufs à un bar qui parlent de sujets de société, tout ça mêlé à leur vie personnelle. Et à partir de là, après, tu brodes pour le reste, mais en gros le concept était là. Et donc pour une fois qu'on a ça, on se laisse quand même la liberté des fois on a les arches, mais on peut faire on sort parfois un peu des arches puis on y re-rentre, etc. Et donc après pour chaque épisode, on prend un épisode. Donc les deux, elles sont à un bar dans tous les épisodes. Elles sont à différents endroits du bar. Elles peuvent être sur la terrasse, à l'intérieur, dans les toilettes. Il peut faire jour, nuit, il peut pleuvoir ou faire soleil. Mais en tout cas, elles sont toujours à ce bar. Et il y a tout un tas de personnages secondaires qui gravitent autour. Donc, on prend un épisode. On sait que c'est l'épisode, par exemple, 6. Donc, on sait à peu près la place qu'il doit avoir dans les arches. Donc, on sait ce qui doit se passer à peu près dans cet épisode pour que ça raccorde dans la continuité de la série. Et ce qui se passe en général, c'est qu'on se fait une grosse discussion de 2-3 heures où on parle de ce que nous évoque le thème de cet épisode-là. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on a écrit un épisode sur la fin du monde, c'est pour ça que je parlais de ça, et sur l'effondrement, et sur comment nous, notre génération, on gère assez mal en fait le fait qu'on va mourir quoi, peut-être vite, oui. Et peut-être parce que la société va s'effondrer et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc on parle de ça, de ce que ça nous évoque, etc. Ensuite on fait un gros document, enfin moi je fais un gros document avec plein d'idées de scènes, plein d'idées de blagues, plein d'idées un peu de punchline, des idées de fil conducteur de l'épisode. Et là Maïté, du coup ma co-scénariste, fait un truc merveilleux, elle récupère tout et là elle fait une histoire et c'est assez magique, hein. Et comment vous êtes trouvées toutes les deux ? En festival, au festival de Clermont-Ferrand, il y a 2 ans, il y a mon film qui passait en national. Il y avait son film aussi. Donc Clermont-Ferrand, c'est un gros festival de courts-métrages de tout mélanger. En fait, il n'y a pas que de l'anime, il y a de l'anime, du live, du doc, de l'expérimental. C'est vraiment super. Et son film passait. Moi, j'ai adoré son film, j'ai adoré ses personnages, mais elle était déjà un peu stylée, donc j'avais un peu peur d'aller lui parler. Et après, en fait, ma prod, elle m'a dit, mais vas-y, envoie-lui un message. Vas-y, quoi, n'aie pas peur. Demande-lui son Instagram et tout. Non, elle n'a pas Instagram. Maïté, elle est grave pas sur les réseaux. Mais bref, en fait, après, je lui ai envoyé un message et elle était d'accord, quoi. En fait, c'était très simple, quoi, comme truc. Et il se trouvait que c'était vraiment la personne parfaite. Sur l'animation Non, pas trop. Je crois qu'elle avait peut-être écrit des trucs pour de la série jeunesse. Mais pas, presque comme un truc un peu alimentaire. C'est pas hyper top de dire ça, mais je sais pas trop en fait. Mais bon, je crois qu'elle avait pas trop écrit pour de l'anime, non. Elle fait vraiment du live, elle. Et elle écrit ses films, là elle écrit un long. Voilà. En fait, elle a la double casquette de scénariste et réalisatrice, même si elle a plus une formation de scénariste. Du coup, c'est pas mal parce qu'elle comprend les enjeux de réalisation aussi. Elle comprend que des fois, on peut pas faire des scènes parce que ça va coûter trop cher et elle met déjà de la mise en scène dans son écriture. Mais pour autant, vous partagerez pas la réalisation ? Non. D'accord. Non, parce que... Non, il n'y a pas... Je sais pas, parce que c'est juste une question... Ouais. Non, mais en plus, de toute façon, par exemple, ce serait pas malin si je devais partager la réalisation, de la partager avec elle, parce que la réalisation en animation, t'as la casquette de réalisateur, de metteur en scène, mais t'as aussi la casquette de réalisateur technique. Et quelqu'un qui connaît pas du tout l'animation, je pense que c'est galère d'être sur une prod... sans connaître du tout ce milieu-là, quoi. Donc voilà. Et puis en plus la mise en scène, c'est là où c'est ce que je préfère, quoi. Donc j'ai pas envie de le partager. Oui. Oui, parce que c'est évidemment différent d'être auteur graphique et réalisateur. Ce sont deux choses. On peut être à la fois réalisateur et auteur graphique. On peut être que réalisateur, que auteur graphique. Voilà. Oui, c'est complètement différent, moi je trouve. Voilà.
Je le dis parce que lorsqu'on n'est pas dans le milieu de l'animation, il y a parfois des confusions entre le fait de penser qu'un animateur, c'est l'auteur graphique et c'est pas que ça. Lorsqu'on parle de réalisation, on parle de réalisation, de mise en scène. Ouais, de mise en scène. Tout à fait. Et notamment, le storyboard joue un rôle très important. Pour ça, je pense à vous, Alexis, parce que alors, vous travaillez... Vous êtes en binôme à nouveau sur Vermine? Alors non, sur Vermine, en fait, j'étais plus avec Rémi à ce moment-là. Il était parti aux États-Unis. Et du coup, la série, au moment où elle s'est lancée, on avait écrit le concept ensemble, mais au moment où la série s'est lancée, on ne pouvait plus la faire ensemble. D'accord, mais au niveau de l'écriture? Et alors, au niveau de l'écriture, en fait, il y avait eu plusieurs dossiers, donc on avait fait des dossiers ensemble et tout ça, mais il n'y avait jamais vraiment eu le moment d'écriture. Après, c'est quand la série a été commandée par Black Pills à l'époque, oui. Qui était une plateforme qui voulait faire vraiment de l'adulte et du court pour téléphone portable. Voilà, c'était un truc français. Et là, il a fallu l'écrire. Donc, j'ai fait appel à Balak, parce qu'on travaillait ensemble depuis longtemps, et à Afid Benamar, qui est le co-scénariste de Platane, et qui joue aussi dans Platane, qui joue Flex, pour ceux qui connaissent. Et le rôle de chacun, donc, du coup alors moi, j'avais la trame générale, j'avais plein d'idées sur des carnets, des trucs visuels aussi, parce que je pense que c'est une série qui se base beaucoup sur l'univers visuel. Et à partir de là, on a coécrit ensemble, on faisait des réunions d'écriture, et puis on disait des trucs. Là, c'était plutôt moi qui, à la fin, tapais les scénarios fini, mais en fait c'est jamais fini, quoi. C'est toujours une fois qu'on a écrit le scénario, il faut le faire maintenant. Et il y a le montage son qui intervient, donc il y a l'enregistrement déjà avec les comédiens où on continue d'écrire des dialogues parce qu'on se rend compte que ça marche pas, tel dialogue il sonne pas bien, donc puis il y a des acteurs qui sont très fort en proposition. Enfin, je pense justement à Poulpe, Gaël aussi, Maktoub, qui faisait le commissaire. Enfin, il y a des gens qui pouvaient vraiment proposer beaucoup d'improvisation. Donc là aussi, moi, j'enregistrais tout. Et puis après, il y a tout le montage son. Et donc là, c'est une grosse phase de l'écriture parce que on cale avec le sound design, avec tous les effets spéciaux de son. En fait, moi, je bossais comme ça. En tout cas, sur Vermine, c'était vraiment la méthode. C'était... il y a tout l'épisode en son, sonorisé, limite avec les voix définitives et presque les musiques et tout ça. Et après, il y a le storyboard qui arrive. Parce qu'une fois qu'il y a la base sonore, ça roule, quoi, en fait. Et il y a une espèce de balise pour tout. Et limite, les images viennent toutes seules. On écoute la bande-son, on se dit c'est super. Et on fait l'image. Et après, il y a un espèce d'aller-retour entre l'image et le son, quand même, parce qu'il faut ajuster. Puis il y a des idées qui arrivent au storyboard. Le storyboard peut remettre en cause... Totalement. Hein. Ah ouais. Puis en fait, tout peut être toujours mis en cause, parce qu'une fois qu'il y a une scène qu'on l'a fait, on la montre et non, ça marche pas. Et du coup, là, il faut réécrire, il faut refaire les enregistrements, il faut refaire les trucs. Donc ça, c'est organique, ça bouge tout le temps, et vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au rendu final, on peut se dire attends, je vais réenregistrer un truc. Quand même une précision pour que je sois sûr de bien comprendre. Il peut y avoir des remises en cause, y compris une fois que les scènes ont été tournées et animées. Ah oui. C'est-à-dire jusqu'au moment, avant de livrer l'épisode au diffuseur et au producteur, il peut toujours y avoir... La validation ne se fait pas au moment de l'animatique. Théoriquement, si, dans la plupart des cas, mais nous, on avait la liberté de pouvoir dire, parce qu'on était un petit studio, qu'on était avec très peu d'intermédiaires aussi, parce que quand il y a une chaîne de validation, où il y a un diffuseur, plusieurs producteurs, des financiers, des investisseurs, tout le monde a son mot à dire. Donc quand on est validé, on ne va pas remettre ça en question, quoi. Mais là, vu qu'il n'y avait personne qui nous disait quoi que ce soit, oui, jusqu'au dernier moment, on s'est dit, cette blague, elle sonne pas bien, t'as pas une idée? Ah si, on enregistre ça, on fait venir le comédien, on avait une salle d'enregistrement dans le studio, donc on pouvait jusqu'au dernier moment remplacer. Et puis... Ça s'est rendu possible aussi parce que l'animation est relativement limitée ou Oui. C'est ça. Oui. Vraiment, je pense qu'à partir du moment où il y a des mouvements de caméra compliqués avec des effets spéciaux et qu'on veut enlever 2 frames au milieu, alors c'est compliqué. Mais par contre, sur Vermine, t'enlèves 2 frames, personne ne voit rien, quoi. Donc la forme, on va dire, de l'animation en tant que telle permet aussi de pouvoir modeler jusqu'à la fin. Ouais, totalement. Ouais. Nous, pour la petite mort, ils ont pas de bouche. Juste une chose qu'on n'a pas du tout dans le long métrage. Hein, on est bien d'accord. Où effectivement, là, en général, où c'est rare qu'on mette en cause des plans déjà finalisés.
Je disais, nous, on n'a pas de bouche, donc on peut changer les voix jusqu'à la fin, quoi. Ils ont gagné que les yeux, et donc voilà. Heureusement qu'on peut faire ça. Et donc, David, vous, comment vous travaillez sur l'écriture? Alors vous, c'est encore un schéma différent, puisqu'il y a, il y a une bande dessinée préexistante. Bah, en fait, justement, souvent la Bible, qui est le truc le plus chiant et le moins utile, mais bon, la Bible, c'est souvent pour trouver un diffuseur. En vrai, c'est le truc pour vendre ton produit, quoi. Ouais. Le truc, c'est que nous, le producteur avait déjà France Télé quand on est arrivé avec La Petite Mort, et du coup, ils ont fait, on fait pas de Bible. Alors moi j'ai fait, ok, j'avais jamais fait ça de ma vie, donc de toute façon j'ai fait d'accord, sauf que la Bible, j'ai perdu de l'argent quand même, mais bon. Et après, le truc, c'est que tu as les réalisateurs, parce que moi je réalise pas, moi je sais pas faire de l'animation. Moi j'ai écrit des blagues et des sketchs avant, donc du coup, écrire des dialogues drôles, ok, mais réaliser un truc d'animation, je sais pas faire, quoi. Donc du coup, il y a des réalisateurs, tout ça, mais vu qu'il n'y a pas de Bible, c'est quand même compliqué. Donc on dit aux gens de lire la BD, mais lire la BD, tout le monde peut la comprendre différemment. Donc du coup, c'est parti comme ça, et j'ai écrit les épisodes direct, comme ça, en calculant, en me disant 1 minute, c'est 1 page Word, allez, et voilà. Et j'ai écrit 3 saisons comme ça, les 3 premières saisons de La Petite Mort. Et à un moment, quand même, ils m'ont mis Marie de Banville qui écrit souvent. Elle n'est même pas citée. Je ne savais pas que ça se faisait, ça, dans l'animation. Elle m'a juste aidé. Ça se fait pas, hein. En fait, elle est pas citée parce qu'ils m'ont dit non, elle t'a juste aidé. En fait, je l'ai vue qu'une fois à la fin de l'écriture de chaque saison pour... En consultation, quoi. Ouais, en consultation, ouais, pour faire que, justement, qu'il n'y ait pas que des blagues et que mes arches se terminent un petit peu quand même pas mal. Et à partir de la saison 4, je coécris avec Adriana Soreille, parce que c'est une saison qui est beaucoup plus longue, parce que les épisodes font 12 minutes, on a doublé la durée de chaque épisode, 12 épisodes au lieu de 10, et surtout c'était un épisode qui parlait beaucoup des femmes. Et j'ai écrit 3 saisons qui racontaient un peu mon enfance, mes parents, etc. Là, on passait sur un autre sujet. Je me sentais pas, en plus, n'étant quand même moyennement une femme, de gérer tout ça. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, et j'arrêterai plus de travailler avec elle, ça c'est sûr. Et donc là, on travaille sur la saison 5 ensemble, et on fait exactement le même travail. Voilà, on se discute. Après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit surtout, ok, on a 12 enfin là, c'est 20 épisodes, la saison 5. Donc, on a 20 épisodes. De quoi on veut traiter? Ok. Comment je vais faire pleurer les gens? Ok. Donc, elle me demande comment je vais faire pleurer. Alors, je dis, bon, voilà, ça va être la drogue, ça va être l'écologie, voilà. Et du coup, on commence à travailler sur ces sujets, on discute. Moi, j'ai déjà un peu en tête... Alors, avant, je travaillais que sur les BD. Maintenant, on a dépassé les bandes dessinées. On invente pour la série animée. Donc là, je lui dis, j'aimerais que le personnage aille là. On en discute. On fait un résumé, mais de la saison complète. C'est-à-dire qu'on a 2 pages qui font les 20 épisodes. Et après, on revient et on découpe par petits bouts en disant ça pourrait être intéressant pour un épisode. Et au final, en général, on n'a pas 20 épisodes, on en a 17. Et donc, on trouve des épisodes drôles à mettre à certains endroits, en dire ça c'est l'épisode spécial, ils vont au ski, ça c'est l'épisode spécial, ils vont aux États-Unis, ils vont comprendre comment Trump fait aussi bien de la politique, voilà, des choses comme ça. Et après on a notre arche, et après on développe de plus en plus par épisode, etc. etc. Voilà. Et les réalisateurs, donc il y a plusieurs réalisateurs sur la série. Oui. Et comment s'opère le choix des réalisateurs? Vous avez eu votre mot à dire? Non. Non? Il y en a qui sont partis. D'accord. Ouais, parce que c'est moi, c'est mon personnage, c'est mon univers, donc je peux être relou. Je suis pas un relou, mais en fait, quand le diffuseur dit oui, je comprends pas pourquoi le réalisateur dit non. Et ça m'énerve. Parce que le diffuseur, parfois, accepte plus de vannes trash que certains réalisateurs. D'accord. Et je dis, si on a le OK en France de faire un truc comme ça, allons-y. Et si on me dit non, je comprends pas. Voilà. Mais ça se passe bien maintenant. C'est juste, en fait, après c'est les égos des gens. On s'entend pas, quoi. Donc ça a bougé. Puis il y a des gens qui sont partis aussi parce qu'ils avaient des projets plus importants.
Je pense à Loïc qui a fait son propre film, qui est nommé au César. Je comprends pourquoi il est parti, quoi. Loïc Espuche. Ouais, Espuche, ouais. Méga talent, tout ça. Bon, bah. Ouais, à César, c'est pas la petite mort, c'est à César. Mais là, il est aux Oscars. Hein. Aux Oscars, oui, aussi. Ouais. Aux 2, en fait. Oui. Et c'est lui qui a fait la saison 3 et la saison 2 de la petite mort. Voilà. Le temps passe, donc je voudrais qu'on évoque... Et on va mourir. Et on va mourir, à un moment ou à un autre. Donc on a quand même un petit peu plus de temps que... on sait pas. Parti pour la table ronde. Enfin, j'espère. Donc pour ce qui nous concerne, ensemble, c'est la table ronde. Il ne nous reste pas plus beaucoup de temps. Donc je voudrais qu'on évoque la question maintenant justement de la relation avec le producteur, avec le diffuseur, à la fois savoir comment vous vous êtes trouvés, avec quels outils. Voilà. Est-ce que, de votre point de vue, est-ce que ça a été facile ou pas de convaincre, de trouver producteurs et diffuseurs sur un projet ado-adulte de cette manière-là? Et puis, comment les choses se passent créativement? Est-ce qu'il y a, à quel endroit, est-ce qu'il y a des interdits, des impossibles? À quel endroit il se pose? Est-ce que c'est comme un petit peu David vient de l'évoquer, est-ce que ça se passe du côté de l'équipe créative, du côté producteur, diffuseur? Voilà. Si on peut effectivement faire un petit tour d'horizon comme ça ensemble de ces questions-là, et puis après ça nous laissera un petit temps pour discuter avec la salle et prendre vos questions, vos interventions. Alors moi, ma productrice, je l'ai rencontrée avant de sortir de la Poudrière, quand je suis allée à ce fameux festival d'Annecy où j'avais une stratégie. Et du coup, je l'ai rencontrée là parce qu'elle produit l'émission Shortcut pour Arte où allait être mon film. Donc, elle s'est faufilée un peu par là. Et elle avait lu le dossier du film. Elle l'avait pas vu encore puisqu'il n'était pas fini à ce moment-là. Mais elle avait beaucoup aimé. Elle me proposait de produire mon prochain projet déjà à ce moment-là. Et en fait, là, moi, je lui ai dit que je voulais faire une série. Elle a un peu fait « Ah, ok », parce qu'elle pensait que j'allais faire un cours comme normalement on fait un peu quand on sort d'école. Mais elle était quand même hyper intéressée parce qu'elle avait beaucoup aimé le film, les personnages, etc. Donc le projet l'a porté. On est resté en contact un petit moment. Elle m'a aidée, par exemple, pour mes premiers dossiers que j'ai déposés au CNC, des bourses d'auteurs, etc. Alors qu'on n'avait pas signé. Elle le faisait à titre gracieux, quoi. Et pardon, juste une chose pour passer du moment de séduction par le court-métrage au fait qu'elle porte un projet de série. Est-ce que vous avez produit un premier quelque chose à l'écrit? Enfin, voilà. Non. Ça s'est vraiment fait Mais après, en fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore dit qu'on partait ensemble. On était encore un peu en train de se draguer, quoi, comme on dit. D'accord. Après, moi, j'ai fait un petit film de 1 minute pour Arte. Ça s'appelle un shortcut. Ah oui, depuis tout à l'heure, je dis qu'elle produit les shortcuts. Elle produit Court-Circuit, l'émission d'Arte. Et donc, j'ai fait un petit film de commande pour Arte où on a travaillé comme ça une première fois ensemble. Ça permettait de voir comment ça matchait, quoi. Et puis après, le film est sorti sur Arte et quasiment la même semaine, il est passé à Clermont-Ferrand, qui est quand même un énorme festival de courts-métrages. Et là, j'ai reçu plein de demandes de plein de producteurs, de plutôt des grosses boîtes, etc., qui voulaient me rencontrer. Et donc là, j'ai un peu j'étais un peu genre, bon, Camille, donc ma productrice s'appelle Camille, attends, s'il te plaît, parce que là, en fait, je vais rencontrer des gens. Et en fait, je suis revenue avec elle parce que j'ai rencontré plein de gens, mais qui étaient intéressés par le fait que, par exemple, j'avais eu Arte ou Clermont, etc., mais pas vraiment par le projet et les personnages. Alors que je sentais que Camille, elle avait un vrai amour pour le projet. Et c'est ça qui a fait qu'on est partis ensemble. Voilà. Des réticences de sa part sur le format de la série, Non, pas du tout. Elle a été, c'est sa première série aussi qu'elle produit, ouais. Donc elle découvre un peu, on est un peu deux à découvrir. Et en fait, non, elle me suit, elle me fait une confiance absolue, ce qui fait que moi je lui fais une confiance absolue. Et du coup, quand elle me fait des retours sur des trucs ou sur des scénarios par exemple, qu'elle me dit ah tu vois là c'est un peu moins drôle, j'ai hyper confiance en elle, le dialogue est hyper facile, toute la prod est hyper transparente, donc je sais pas, c'est facile, c'est assez évident, quoi. On travaille vraiment main dans la main. Et la relation avec le diffuseur, comment... C'est super aussi, hein. Pour l'instant, ils aiment tout. Alors après, on n'a pas fini d'épisode, nous, encore. Hein. On est en prod, là, donc je sais pas.
peut-être qu'après ils vont être relous quoi. Mais pour l'instant. Comment le diffuseur s'est intéressé au projet? Quand on a fait les pitchs MIFA à Annecy. Où, oui, le projet a été présenté au Pitch MIFA et puis au Cartoon Forum. Hein, ouais, c'est ça. Et au Pitch MIFA, en fait. Au Pitch MIFA, Joseph nous a proposé. Et puis Joseph Jacquet est venu oui. Spontanément. Ouais, France Télé est venu, quoi. Puis en fait, ça s'est fait assez rapidement. Et donc là, pas d'intervention. Enfin, pour l'instant, la relation, elle est. Enfin, que je dis pour l'instant, ça peut tout à fait durer. Hein, je pense. Je l'espère. Mais voilà, c'est fluide. Il n'y a pas d'un moment donné des contraintes, des choses à réécrire, non. Qui serait lié à quelque chose un peu trop ou trop trash ou trop. Joseph, c'est lui qui relie la petite main et les retours, c'est très drôle. Voilà, exactement. C'est super, on adore, c'est tellement drôle. Ha ha ha, cette blague. Et voilà, c'est tout. C'est trash, hein? Ouais. Ok. Ouais, il fait des petites remarques, quoi. Mais des trucs marrants, quoi. Après, nous, là, on vient de rendre une énorme étape à France Télé, donc je veux pas trop m'avancer, ça va me porter la poisse après, mais j'espère que ça va rester comme ça, quoi. Mais pour l'instant, rien à dire. Lui, il aime ses projets, en vrai. Il a envie de les porter. C'est pour ça qu'il y va, quoi, je pense. En fait, il y va pas, Joseph, si c'est pas un peu des coups de cœur aussi de son côté, mais c'est cool parce que du coup, ça nous laisse une vraie liberté derrière, quoi. Je sais pas. Si je l'ai déjà dit, en fait. J'ai déjà raconté. Alors ouais, pour nous, en fait, y a un producteur qui s'appelle David Alric qui était à un moment qui voulait faire de l'anime pour enfants. Enfin, en fait, il voulait rentrer dans l'animation, quoi. C'était un jeune producteur qui n'avait pas encore le pied dedans et il s'est rendu compte que c'était compliqué parce qu'il y a des gros studios. Et donc, les Cassos, ça a été un peu un coup de chance un peu pour tout le monde parce que d'un coup, Canal+ a dit go sur une série. C'était la première série produite par Bobby Prod. Et du coup, le fait que ça ait marché, le fait que lui avait sa place à faire là-dedans, dans ce milieu-là, on a décidé en fait tous ensemble de dire mais nous on avait envie de faire de l'animation ado-adulte et c'est devenu un peu la marque de fabrique de ce studio. Moi je suis resté après longtemps dans ce studio, d'abord en tant que réalisateur des Cassos, de Startup Heroes, et puis ensuite je suis devenu directeur artistique de ce studio qui a commencé à grossir. Qui est devenu Bobby Pills aussi avec le diffuseur Black Pills dont je parlais tout à l'heure, qui du coup est devenu le producteur, parce qu'une fois que l'application Black Pills a fermé parce qu'il n'y avait pas assez, peut-être, je sais pas, ça je sais pas. Et c'est de réseau. Oui, sûrement, ouais, voilà, ça marchait pas peut-être. Et ils sont devenus producteurs, voilà. Donc, et Bobby Pills, c'est resté un studio. Voilà, c'est devenu vraiment un studio de production, quoi. Donc on a commencé à développer des projets. Il y a eu Vermine, les Pipoudou, Monsieur Flap, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Donc la relation, moi, c'était une relation sur du long terme avec ce producteur qui m'a permis à la fois de développer des choses. Et puis aujourd'hui, moi, je reviens un peu plus dans le milieu à chercher des nouveaux producteurs. Je ne suis plus affilié à ce studio. Voilà, c'est aussi c'est des rencontres, c'est des aventures humaines et puis ça change. Il ne faut pas s'attacher forcément trop. Et je pense qu'il y a des producteurs pour tous les projets, il y a des diffuseurs pour tous les projets. Et voilà. Moi, c'est vraiment pas pareil parce que je suis pas, moi, je devrais pas être là en fait. Donc du coup, moi, c'est juste que la BD s'est bien vendue et du coup, vu que la BD s'est bien vendue, Delcourt, les droits de Delcourt cherchent à vendre les droits et c'est eux qui font ce travail pour nous. Et là, j'ai eu la chance de tomber avec Marion Montaigne qui avait fait son animé, etc. Donc ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que ce producteur est parti en cours de route. J'ai rien compris. Il a disparu. Et du coup, maintenant, c'est Donc Voilà qui est le studio qui a fait l'animation, qui le produit. Ça se passe très bien. Et franchement, avec France Télé et le studio, tout va bien. Juste, on a eu des problèmes. Voilà, juste peut-être
moi, les seuls soucis que j'ai eus, c'est peut-être en termes de réa sur les premières saisons où, en fait, on s'entendait pas et je pense qu'on n'osait pas se parler. Et je pense que c'est ça qui a posé problème, parce que je me rendais compte que certaines blagues disparaissaient à l'animatique. Et vu que je suis taré, que je regarde tout, du coup, je voyais bien que... Et quand je commençais à voir qu'il y avait des trucs qui s'enlevaient, je commençais à re-regarder toutes les animatiques avec mes textes d'origine à côté, et je comparais, et je voyais bien que c'était les blagues les plus trash qui disparaissaient. Et quand je disais, mais pourquoi elle est enlevée, cette vanne, et on me disait, on n'avait pas le temps. Et je dis, on n'a qu'à enlever cette phrase, et on met cette phrase, et on me dit, non, on n'a pas le temps. Non, en fait, on ne peut pas mettre cette phrase. Voilà. Mais à partir du moment où on discute et que les choses s'arrangent, franchement, moi, c'est les seuls soucis que j'ai eu là-dessus. C'est un truc de blague, quoi. Voilà. Mais pas avec le diffuseur. Voilà. Oui, un truc de blague, mais qui pose aussi la question du fait qu'un réalisateur ou une réalisatrice est aussi auteur et autrice. Donc c'est une relation entre auteurs. Et du coup, c'est là où effectivement, je comprends tout à fait. Et je pense qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir un auteur qui mettre en cause le choix du réalisateur. Et au début, même, j'osais pas. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est mes BD, c'est mon truc, et ça me rend malheureux. Il faut quand même que je le dise, parce que je suis pas heureux. Donc voilà. Mais maintenant, ils ont compris que c'était mon bébé, quoi. La diffusion, c'est France TV également. Voilà. Donc on n'est pas sur le linéaire, on est effectivement sur... je pense pas que ça passera à la télé. Non, on n'y est pas encore, peut-être. Hein. Et tous les Halloween, je leur demande. Genre, alors maintenant, vous avez 1h40, ça fait une petite soirée Halloween. On répond pas. Après, de toute façon, notre public, je suis pas sûre qu'il soit vraiment sur la télé. Hein. Ouais. Non. Il est plus sur la télé. Non, je crois pas. D'après la classe d'âge qui regarde la télé linéaire, effectivement. Pourtant, j'ai des vannes sur Nagui, moi. Merci beaucoup. Peut-être une dernière chose. Si vous aviez un conseil à donner dans la salle à des autrices, auteurs débutants ou qui voudraient se lancer, porter un premier projet de série ado-adulte, c'est difficile. Je dirais qu'il faut le faire, quoi. C'est juste. J'allais dire la même chose. Non, mais parce que souvent, c'est en faisant que les choses arrivent aussi. C'est pas en attendant qu'on ait le financement et tout ça, malheureusement. Et il y a toujours. Tout le monde attend toujours que ça soit fait. Et de plus en plus aujourd'hui, j'ai l'impression que les chaînes et les producteurs veulent que ça marche. Limite, le projet existe déjà pour l'acheter, quoi. Et c'est triste, mais malheureusement, ça marche comme ça maintenant. Il vaut mieux faire les choses soi-même. Et puis après, au moins, on a un peu plus le loisir de choisir aussi les gens avec qui on a envie de travailler. Et voilà. Faire les choses par soi-même, les autoproduire si nécessaire, hein, c'est ça. Les autoproduire si nécessaire dans un premier temps pour avoir une visibilité. Moi, j'ai aucun diplôme. Ouais. Mon CV d'école, il est nul. Mes notes, elles étaient nulles, mais j'ai toujours fait plein de choses. Et moi, ça a été avec Internet, en fait. Et j'ai commencé à mettre mes vidéos sur Internet en 98. Je suis parmi les premiers à avoir fait des sketchs sur Internet avant l'invention de YouTube. Et en fait, après, j'ai jamais eu besoin de montrer mon CV. En fait, j'arrivais, je montrais le nombre de sketchs que j'avais fait, le nombre de trucs que j'avais écrits. Et si ça les faisait marrer, ils m'embauchaient. En fait, il faut faire. Et on apprend en faisant, et les gens après ils n'ont même pas besoin de nous demander quelle école on a fait, parce que des fois les écoles elles nous forment trop dans un certain type de travail, et on est standardisé. Donc moi, mon conseil que je donne à tout le monde et que j'ai beaucoup appliqué à moi-même, c'est un peu fake it until you make it. C'est genre d'abord tu crois que tu le fais et après tu le fais, mais il faut être sûr d'abord faut y croire, quoi. Faut être sûr que ça va être stylé et que ça va être bien. Et moi, j'ai vraiment fait ça quand je suis allée à Annecy. Là, je disais à tout le monde que j'allais faire une série, alors que j'avais même pas fini mon court-métrage de 4 minutes. Et les gens, ils y croient bizarrement. Ils sont un peu... Faut y aller, quoi. De quoi ? Comme la chloroquine. Ouais, c'est ça. Faut dire les trucs aux gens, et les gens, ils sont sûrs que tu vas y arriver, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, en fait.
Oui, c'est la raison pour laquelle Bob Dylan s'est acheté une guitare avant de savoir en jouer. Il l'a promené partout et en disant qu'il était... Voilà. Voilà, et puis il est devenu ce qu'il est devenu aussi. Mais il avait aussi un peu de talent. Merci beaucoup de ce petit tour d'horizon, de votre expérience. Et puis je crois qu'il nous reste un petit peu de temps, donc un micro peut sans doute circuler. Alors, attendez bien le micro, s'il vous plaît, parlez bien dans le micro parce que la conférence est aussi accessible sur Facebook. Donc pour que les gens qui nous écoutent à distance puissent entendre les échanges, il est important qu'on parle tous dans le micro. Voilà. Est-ce qu'il y a une intervention? Je vois là-bas, tout à fait au fond. Alors ne partez pas, il y a un goûter ensuite où vous allez pouvoir rencontrer en direct les intervenants. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour tout. C'était vraiment super. Et ouais, je suis un peu émue parce qu'il y a tellement de projets que des fois, je ne mettais même pas des noms dessus. Donc là, de voir tous les trois... Ok. Ensuite, alors ma question, c'était avant, moi, je travaillais comme assistante de production et maintenant, je commence à écrire. Et ce que je me demandais, c'était au niveau de la rémunération, parce que vous avez beaucoup parlé de co-scénaristes, que vous travaillez beaucoup en binôme. Est-ce que des fois, il y a des projets sur lesquels il y a un producteur, par exemple, qui dit « j'ai telle enveloppe pour le scénariste », mais que du coup, il faut que je divise par deux s'il y a deux co-scénaristes, ou est-ce qu'au contraire, ils trouvent plus d'argent Enfin, est-ce qu'il y a des dilemmes, entre guillemets, comme ça, où vous hésitez à vous mettre à deux, ou bien ça impacte pas du tout votre... Ça dépend de tes finances. Enfin, t'as besoin de cet argent ou pas? Si t'as besoin de ces 2000 €, il faut que tu prennes les 2000 €, je pense, et que tu les partages pas, quoi. Mais si tu... non, je sais pas. La question, c'est quoi? Tu veux savoir si tu dois partager ton... Enfin, si t'as peur de partager ton projet avec un co-scénariste. Non, c'est pas une question précise. Je suis pas du tout encore scénariste. Ah oui, c'est juste, je voyais dans la boîte où je bossais, il y avait beaucoup de scénaristes seuls. Et comme ils faisaient beaucoup de web-séries, ils avaient des financements rikiki. Et du coup, là, j'étais surprise de vous entendre parler de duo de scénaristes. Du coup, je me disais, waouh, comment ils font? Bah après, moi, tu vois, par exemple, c'est le travail du prod. Moi, je trouve aussi, c'est d'aller chercher plus d'argent, quoi. C'est comme si tu lui dis, bon, bah là, il me faut une équipe de 3 animateurs. Bon, bah, s'il n'a pas encore l'argent, mais que le projet nécessite d'avoir ces 3 animateurs parce qu'il faut une animation de qualité, bah, c'est son taf d'aller chercher plus d'argent, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. S'il veut une écriture de qualité, à un moment, bon, bah, il faut aller chercher les finances qui vont avec. Et donc, nous, c'est pas du tout un sacrifice de diviser, en tout cas. Et on a pris des agents aussi. Enfin, moi, j'ai une agente depuis que je suis sortie de l'école. Ça, on nous le dit jamais en école d'anime, mais c'est hyper important, en vrai, pour pas se faire rouler dessus, quoi. Ouais, moi, je me suis fait enfler sur tous les projets. C'est ce que je voulais pas qu'il m'arrive, donc j'ai pris direct. Oui, il faut un agent. Oui. Ah bah, en plus, normalement, si on aime écrire des histoires, c'est qu'on n'aime pas lire des contrats. Ouais. Donc, on se fait enfler tout le temps. Oui, prenez tous des agents, je conseille. Et du coup, c'est fréquent d'avoir des projets où il y a plusieurs co-scénaristes comme ça? Moi, je trouve ça. J'ai toujours fait bosser à plusieurs, ouais. Mais c'est des gens que j'avais choisis vraiment. Ça, par contre, ça m'est arrivé aussi qu'on m'impose des gens et ça s'est pas très bien passé. Ah non. Ouais. Donc ça, c'est un autre conseil, voilà. Et pourquoi ils étaient imposés? C'était le producteur qui... Producteur ou diffuseur, des fois. Le diffuseur, souvent. Là, je pense surtout que quand c'est des grosses séries, tu vois, genre 50 épisodes, une chaîne hertzienne ou un truc comme ça, bah, c'est des pôles d'écriture, des poules, je sais pas, des poules ou des pôles. Et là, on te met, je sais pas, 8 scénaristes. Et du coup, bah, tu connais pas tout le monde. Et des fois, tu te retrouves à travailler avec des gens où tu n'as pas du tout les mêmes affinités. Voilà, et là, c'est plus compliqué. Parce qu'inventer une histoire un peu rigolote avec quelqu'un avec qui tu t'entends pas,
C'est pas ouf, quoi. Et je continue jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui ait d'autres questions. Hein. Levez la Une main. main levée Non, là-bas, mais bon. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Bonjour. Moi, ma question, c'était plus par rapport à la production. Une fois qu'un épisode est écrit, par exemple, comment vous faites concrètement? Parce que dans le cas de Garce, on voit vraiment que le jeu des deux comédiennes est super important. Est-ce que vous commencez déjà à dessiner et ensuite elles jouent? Ou est-ce que vraiment tous les textes écrits sont ensuite enregistrés et que vous vous mettez à dessiner ensuite? Oui. C'est la deuxième option. La deuxième option. En gros, je vais directement en tournage. Je les filme aussi, mes comédiennes, pour avoir des références de mouvements et de comment elles bougent, etc. Je me filme aussi, moi, beaucoup. Et je fais ça avant le board. En fait, c'est un peu comme ce que tu disais sur Vermine. En gros, on réécrit au moment de l'animatique. Au moment de l'animatique, on fait à la fois le montage son et à la fois l'animatique. Et là, on réécrit même... Il y a plein de choses qui ressemblent au scénario, évidemment, hein, mais moi, je dessine pas un dessin tant que j'ai pas les voix, parce que ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il nous manquait des voix et on devait quand même faire une troisième animatique contractuellement, normalement. Et en fait, on a changé parce que ça n'a aucun intérêt pour nous de faire une animatique sans les voix définitives, parce que c'est tellement en mouvement que c'est du travail qui va être jeté à la poubelle, quoi. Merci. Qui d'autre? Alors, il y a des personnes là au milieu de la salle. Bonjour et merci pour vos interventions. On a un peu parlé du caractère court de vos séries, comme c'est mentionné sur le titre derrière vous. Et donc déjà, je voulais savoir rapidement le format de vos séries, donc combien d'épisodes pour combien de minutes, et si jamais vous avez des enjeux d'écriture ou de production à évoquer par rapport à la durée. Pas l'argent, quoi. Hein. Oui, c'est ça, je pense que c'est un peu ça qui détermine le fait que c'est court. Après, moi, personnellement, j'ai jamais écrit de choses plus longues que ce 10 fois 7 minutes. Donc, c'était vraiment, pour moi, la chose la plus longue. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de faire plus long, mais je pense que du coup, oui, ça amène d'autres contraintes et d'autres façons d'écrire. Pour moi, c'est 3 saisons de 4 minutes 30, puis une saison de 10 minutes, 12 épisodes de 8 minutes, pardon. Et là, la saison 5, ça sera 20 épisodes de 8 minutes. Nous, on s'est rendu compte au fil du temps que 4 minutes, c'était pas assez pour développer les sentiments et l'histoire. Et du coup, de eux-mêmes, France Télé nous ont dit mais prenez plus de temps. Voilà. Mais je trouve que 8 minutes, c'est bien. Plus après, il va falloir qu'on fasse des histoires B, C, etc., comme ils aiment bien dire les scénaristes, ce qui m'énerve profondément. Mais je trouve que 8 minutes, c'est bien pour faire des blagues et raconter une histoire. Voilà. Ok, merci. Mais du coup, Manon... Moi, je fais 15 fois 7. 15 fois 7 minutes. 15 épisodes de 7 minutes. Et au début, c'était 20 épisodes de 5 minutes. Mais j'ai mis ça comme ça, au pif. Okay. Parce que mon film, il faisait à peu près 5 minutes. Du coup, je me suis dit, bon, 20 fois ça, ça doit aller. Je sais pas trop. Voilà. Et après, quand on a vu France Télé, Joseph et tout pour la première fois, il m'a dit, mais pourquoi t'as mis ça? T'as mis au pif, en fait? J'ai dit oui. Il dit, bah bon, refais pas ça. Et donc là, on a essayé d'écrire. Et en fait, 5 minutes, c'était trop petit. On était trop serré dans 5 minutes. Donc, on est passé sur du 7. Donc, on a réduit le nombre d'épisodes. Et voilà, moi, je pensais un peu que ça allait glisser tout seul, et c'est dur hein, quand même. C'est beaucoup en fait. Mais ça va aller, hein, mais c'est pas mal. Pour l'instant, c'est bien. Mais du coup, vu comme tu as évoqué l'argent, est-ce que Garce, c'est une série qui serait plus longue si tu avais les moyens pour? Peut-être plus tard, éventuellement, s'il y a d'autres saisons et tout. Mais là, moi, je sors tout juste d'école et tout. C'est déjà... Enfin, le problème, c'est que j'ai... Oui. Si on m'avait dit, tiens Manon, t'as carte blanche, on te donne tout ce que tu veux faire combien? Ça se trouve, j'aurais dit, ah mais moi je veux faire 15 épisodes de 20 minutes et tout, mais je me rendais... Enfin, là ça y est, je commence à me rendre compte de ce que c'est en fait. Et c'est pas mal. Ok, merci beaucoup. Oui, bonjour, c'est de l'autre côté. Moi j'ai une question plus sur ce qui a trait à la diffusion et à la distribution à l'international. Pour les séries d'animation courtes ado-adultes, elles sont souvent, et c'est le cas ici,
axé sur beaucoup d'humour ou pas, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et du coup, comment écrire pour différents marchés dès le début, si c'est ça le but? Et si c'est pas ça le but, comment est-ce que c'est facilement diffusable dans d'autres pays? Et quel est un peu l'état du marché du marché français vers l'extérieur en ce moment sur ce créneau? Non. Non. Oui, l'état du marché, je ne connais pas trop cette partie-là. Après, qu'est-ce qu'il faut écrire pour être vu à l'étranger? Déjà, je pense que toute la partie sexualité est compliquée aux États-Unis, beaucoup plus que la violence et tout le reste. Mais la sexualité, c'est vraiment un truc qu'il faut éviter si tu veux être diffusé dans les pays anglophones, je pense. Après, voilà, je sais pas trop. Ça n'a pas été, par exemple, Vermine, je parle pour ça, ça n'a pas eu de diffusion à l'étranger, par exemple, ça n'a pas été acheté. Ça a été diffusé sur Netflix en France, mais pas aux États-Unis. Après, voilà, je pense que si tu veux écrire quelque chose qui est voué à l'international, c'était le cas pour Vermine, on s'était vraiment dit on va essayer de faire un truc qui peut être diffusable, et on l'avait traduit, il y avait des doublages en anglais et en espagnol. Et il y a eu un petit public, mais après peut-être faute de diffusion, ou je ne sais pas si ça rentrait pas culturellement dans ce qui est visible à l'étranger, mais ça c'est un peu la loterie après. Moi c'est très marseillais ma série, donc très français je pense. Donc j'avais pas du tout pour ambition que ce soit à l'étranger. Après il y a pas mal de distributeurs / grosses plateformes qui ont été intéressés, mais ils sont à la fois hyper intéressés, un peu frileux. Ils adorent, mais il y a trop de cigarettes, mais il y a trop d'alcool, mais elle parle trop de cul. Enfin, ils savent pas trop. Donc je pense qu'ils attendent. Moi, en tout cas, dans mon cas, ils se sont positionnés, mais ils y vont pas totalement quand même. Et La Petite Mort, pareil. Vu que c'est France Télé, en plus France Télé, ils cherchent pas trop à vendre, puisque c'est français, ils font leur programme, donc c'est pas eux qui vont aller essayer de vendre à l'étranger. Donc déjà, on reste en France. Et moi, je sais que même les BD de La Petite Mort, j'ai fait d'autres BD à côté, des BD qui sont beaucoup moins vendus, mais qu'on a réussi à vendre à l'étranger. Mais La Petite Mort ne se vend pas à l'étranger. Ça reste en France. Je pense que la mort doit être un sujet peut-être un peu touchy dans certains pays, mais pareil aussi, je fais pas mal de vannes sur Nagui ou les anges de la télé-réalité dans la série, et effectivement, les autres pays, ils n'ont pas Nagui, les pauvres. Moi, j'avais une question ici. Déjà, merci pour tout ce que vous dites et tout, c'est trop intéressant. Et je voulais savoir pour la série Garce, par rapport à ton casting, comment ça s'est passé parce que je crois que j'ai vu Kenza Fortas, mais je suis pas du tout sûre de l'avoir bien lu. Oui, c'est ça. Voilà, je voulais savoir comment ça s'était passé. Du coup, il y a Kenza Fortas, qui est une jeune actrice marseillaise qui avait joué dans Scheherazade et dans Bac Nord aussi. Elle est super. Et Malou Kebizi, qui a joué dans Diamant Brut et qui va peut-être avoir son premier César à la fin du mois. Je lui souhaite très très fort. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que moi, je voulais un peu Kenza, j'avoue. Enfin, tu vois, j'avais peu de référentiels en jeune actrice marseillaise, donc elle, voilà. En même temps, elle avait joué tout le monde l'a fait jouer dans du drame, donc je savais pas du tout ce que ça allait donner. J'ai réussi par un peu anguille comme ça à avoir la directrice de casting de Scheherazade. Et donc qui m'a menée d'abord à Kenza, puis elle c'est une directrice de casting très ancrée dans la région marseillaise, qui est vraiment super et qui fait beaucoup de casting sauvage. Donc elle a l'habitude en fait d'aller chercher des gens qui sont assez proches des personnages, d'aller vraiment chercher assez loin, pas juste à la sortie des écoles de théâtre, quoi. Et j'ai vu plein de filles qui étaient vraiment super. Et Malou n'avait pas du tout encore explosé, puisque moi je savais même pas qu'elle avait joué dans Diamant Brut. Le film n'était pas à Cannes, voilà. Mais je l'ai vu et c'était le personnage, c'était évident. Il se trouve que Malou, en plus, était une fan absolue de Kenza, évidemment, puisqu'elles ont genre 2 ans d'écart et que les deux sont marseillaises, donc voilà. Donc la première fois elles se sont rencontrées, c'était vraiment trop mignon, quoi. Elles étaient trop choues. Moi, je m'étais cassée la jambe, donc j'étais en béquille. C'était vraiment un casting sympa. Mais en tout cas, ça a été assez évident, assez vite.
On a même fait des callbacks, des deuxièmes tours de casting et tout, mais moi je disais à ma productrice, je le fais parce que vous voulez que je le fasse, mais moi je sais déjà que je veux que ce soit Malou et Kenza. Et elles sont super, elles savent pas trop apprendre un texte, mais elles sont très drôles. Par contre, il faut être bien réveillé, quoi. Alors, une autre oui, j'ai une question au sujet des studios en Ukraine que vous avez évoqués. Je connaissais dans les années 2000 des studios d'animation là-bas et je voulais savoir, Bobby Pills, finalement, comment ça s'organise aujourd'hui et quelle est l'influence dans Vermine. Est-ce que Vermine a pu être diffusé à l'étranger, dans d'autres langues, etc. Alors par rapport à l'Ukraine, c'était pas du tout avec Bobby à l'époque, c'était avec Millimage qui faisait les Lascars. Voilà, c'était le studio Boris Fenlutes, qui était un studio franco-ukrainien et qui a fermé d'ailleurs juste après le film, alors qu'il existait depuis 15-20 ans. C'était un studio de sous-traitance qui finalement petit à petit est devenu un studio plus qualitatif en animation. Est-ce qu'ils ont travaillé sur Mouk Mouk aussi là-bas? C'est possible, oui. Ouais. C'est possible, ouais. Il y avait toutes les productions Millimage qui étaient, toutes, je sais pas toutes, mais beaucoup en tout cas, qui étaient diffusées là-bas, produites là-bas. Et la deuxième partie de la question, vous n'avez plus de micro. Et Vermine à l'étranger, bah non, en fait, il n'y a pas de. Maintenant, c'est sur YouTube depuis 3 ans. Et donc, c'est accessible pour les pays anglophones, hispanophones, la version espagnole et anglaise. Et la version française aussi sous-titrée, mais je ne sais pas si ça a vraiment un impact, je ne crois pas. Une autre question, intervention? Non, alors on va se quitter là-dessus en vous remerciant beaucoup.